Tu vois ce type ici? C'est le marchand d'esclaves. Soudain, un couple débarque avec une proposition qui laisserait n'importe qui bouche bée. Et c'est étrange qu'ils veuillent se débarrasser de leur propre enfant de cette façon. Le négociant, pourtant endurci, refuse tout de suite. Quel genre de parent fait un truc pareil? Mais là, un riche lève la main, intéressé par l'affaire. Il adore l'enfant. Ce noble voyage tout le temps et il est toujours à la recherche de stars pour son harem. Et sans hésiter, le couple envoie l'enfant à l'acheteur, qui est déjà en train de partir. Mon Dieu, le trafiquant n'en revenait tout simplement pas. Un bébé qui se bat contre des créatures bizarres. Alors on change de point de vue pour se concentrer sur le noble. Il est obsédé par le guerrier parfait. Son truc à lui, c'est simple. Plus de baston, plus de spectacle et plus d'argent dans la poche. Le noble est un peu déçu, car la plupart de ses acquisitions n'ont pas cette étincelle de champion. Jusqu'au jour où un guerrier sinistre attire son attention. La présence de ce type était tellement impressionnante qu'elle a donné des frissons au noble jusqu'à la racine des cheveux. Et c'était exactement le genre de combattant dont son arène avait besoin. De la pure émotion? Mais quelle surprise! Ce monstre a vendu son propre fils. Quel retournement de situation bizarre, non? L'esprit de ce noble était en ébullition. Un guerrier légendaire, et maintenant il avait l'héritier de ce type. Sans hésiter, il a acheté le gamin et l'a jeté dans la fosse des champions. Il a confié la responsabilité à son meilleur gladiateur. Entraîne vraiment ce gamin. T'en as marre de trouver un manoir génial et de ne pas avoir de traduction pour le lire. Alors détends-toi mon pote. Avec manoirrecapstudio.com, tu règles ça en quelques secondes. Le site traduit n'importe quel chapitre directement à partir de l'image grâce à l'OCR automatique. Il peut aussi effacer les bulles, traduire dans la langue que tu veux et te livre tout prêt à l'emploi. C'est comme un système légendaire qui te balance la traduction instantanée. Et regarde, il y a un essai gratuit de 3 jours, alors profites-en et farme sans crainte. Maintenant, si t'es comme moi et que tu crées du contenu, là ça devient encore plus fou. Tu extrais le texte des bulles, tu récupères toutes les images des chapitres sans avoir à faire des captures d'écran une par une et tu utilises même un reformulateur de scénario avec l'IA qui rend tout plus fluide. Et au final, le site te fait économiser jusqu'à 60% du temps de production d'une vidéo et en plus, il booste la qualité. Alors ne perds pas de temps. Va tout de suite sur manoirrecapstudio.com et découvre comment gagner du temps, de la traduction et de la performance au même endroit. Et tu seras récompensé comme un véritable champion. Le dur à cuire du combat a regardé le bébé sans aucun espoir. Hein? Aucune chance. Cet endroit hostile n'était pas fait pour un enfant, c'était plutôt une tombe maudite. Mais le garçon s'est accroché à la vie. Un vrai miracle au milieu des décombres et des arbres. Incroyable. Il mangeait avec un appétit étrange, se traînant avec force. Le gladiateur César a tout de suite compris. Ce gamin n'est pas n'importe qui. Peut-être que ça valait le coup d'essayer. Il lui a appris un mouvement et le petit génie l'a maîtrisé sur le champ. Quand personne ne montrait rien, il déchiffrait lui-même les secrets de cet endroit. Le garçon a grandi et est devenu un dur à cuire, jusqu'à ce qu'il soit assez âgé pour suivre sa propre voie. Pour le mentor, le jeune était devenu un véritable mystère. Mais sa première apparition dans l'arène allait révéler qui il était vraiment. Sans hésiter une seconde, le garçon a libéré une puissance qui a paralysé son adversaire de peur. Le gladiateur expérimenté n'en croyait pas ses yeux. La perfection du combat se déroulait juste devant lui. Le mentor aperçut quelque chose d'étrange dans son regard. Ce n'était pas de la technique, c'était de l'instinct pur. Dans le style de combat de ce fou, c'était comme si l'arène elle-même vivait à travers lui. Un combat pour la survie. Peut-être que ce garçon n'était pas humain, mais plutôt la force de la nature depuis toujours. Le temps a passé et le mentor, désormais vieux, a affronté sa propre fin dans l'arène, épuisé, complètement brisé. Le gladiateur a senti que son dernier moment était arrivé. Mais, sorti de nulle part, le garçon est apparu en courant, semant la terreur pour arriver jusqu'à lui. Dans ces derniers instants, le mentor a enfin compris la véritable essence de la créature qu'il avait créée. Il n'était pas un enfant, et il n'était pas non plus un guerrier. C'était une bête indomptable, implacable, assoiffée de victoire. L'arène est restée dans un silence absolu, avec le jeune homme debout parmi les vaincus, y compris son maître. Et ainsi se termine le parcours d'un enfant, abandonné par ses parents et maintenant pauvre de lui, orphelin de celui qui l'a élevé. Mais malgré tout, le gamin a survécu et a grandi dans l'arène jusqu'à devenir un homme. Et maintenant, une nouvelle aventure semblait avoir pour mission de le sortir de cet enfer, guidé par une nouvelle connaissance. Le destin le projette dans un lieu de Paris où l'argent circule librement à chaque instant. Ce même guide entraîne un étudiant naïf dans ses combines douteuses. Le novice devient livide en voyant le jeu de hasard interdit. Si l'école découvre ça, ça va mal finir. Son mentor se moque de lui. Ici, c'est un ring pour que les nobles idiots perdent leur argent. Arrête d'être une mauviette ayante. Et il le pousse au milieu de la foule. D'un pas nerveux, l'élève entre dans l'obscurité, entouré, mais il se rebelle. Il était venu ici seulement pour étudier, pas pour se salir les mains avec ça. Aujourd'hui, il devrait retourner à la fac et payer ses frais de scolarité. Mais l'arnaqueur sourit avec malice, exhibant un sac plein d'argent. Quoi? Alors?
Tu es vraiment trop naïf? Les yeux de cet étudiant s'écarquillent aussitôt. Il vient de comprendre le piège. Soudain, l'universitaire sent une bousculade. Où est passé l'argent qui était là? C'est fini? Crie le nouveau, voyant sa grosse somme sur la table de Paris. Mais ce guide se moque de lui ordonnant de rester silencieux et tranquille. Au final, une fois qu'on est entré, il n'y a plus de retour possible. Le cynique jette encore de l'huile sur le feu. Écoute, moi aussi, je vais mettre ma part dans le pari. Avec un sourire malicieux, l'arnaqueur dit: Maintenant, on va voir ce que va donner notre investissement. Hein? L'étudiant commence à se plaindre. Tant d'efforts pour payer l'université et il s'est retrouvé là à cause de ce type. Il se souvient de son père avec fierté. Il m'a appris à ne pas être sauvage. Il a toujours cru en moi. Et sa sœur, qu'il idolâtrait. Sa sœur, il ne peut pas la décevoir. Et sa mère aussi a été une véritable guerrière. Un souvenir de sacrifice et de gratitude infinie. Il serre les poings, priant pour l'argent et promettant de ne plus jamais commettre cette erreur. Assez de gens faux, il promet de couper tous les liens avec cet escroc, mais l'escroc, lui, se fiche complètement de son drame. Il fait un signe de pouce levé et que le spectacle commence. Devant ses yeux, une arène de cauchemars, un puits rempli d'épines et de torches, le cercle de la noble justice, un trou rempli de lances acérées sous un ciel qui s'en mord. L'audacieux dit « Allons-y », tandis que le novice a l'impression de s'enfoncer de plus en plus. Le maître annonce le premier participant, un barbare venu des terres froides et violentes du Nord, devenu esclave. Et maintenant, son maître lui donne une autre chance de montrer sa force. Et avec toi, le porteur des muscles de la mort, une massue et un regard qui glace l'âme. Tout le monde devient fou, voulant voir du sang. Le guide sourit avec une certitude arrogante. « Wow, quel monstre, hein? » L'estomac de l'étudiant commence à se retourner. Et il semble que sa situation soit bien pire qu'il ne l'imaginait. Les épines dans le puits, témoins silencieux de la brutalité. On sent la mort? L'atmosphère tendue de cet endroit flotte dans l'air avec une ambiance terrible. Le débutant peut à peine regarder. Sérieusement, c'est pour ça qu'on est là? Il pense, horrifié. On a parié là, dessus? Le porteur de mort, l'étudiant, demande en tremblant. Alors, guide, le filou répond en pointant vers la reine. Notre gars, c'est le gars heureux. Il arrive, mais l'étudiant ne fait plus confiance à rien. Toute cette situation ressemble à une mauvaise blague. Mais le guide insiste qu'il vaut mieux attendre pour voir. Et le présentateur, tout pompeux, annonce: Voici venu le moment du prochain artiste de la soirée, un universitaire avec un sourire aux lèvres. Ce nom est-il une ironie ou bien un avertissement de cauchemar? Le maître de cérémonie, tout excité, fait sa part en annonçant l'entrée du combattant. Le public, lui, devient complètement fou, criant et célébrant comme s'il n'y avait pas de lendemain. L'étudiant ressent une énergie étrange dans l'air et quelque chose de très bizarre est en train de se passer là. Ses yeux sont rivés sur l'arène, essayant de percer le mystère qui s'annonce. Le gars joyeux apparaît, un jeune homme au sourire éclatant et aux cheveux en bataille. Le nouveau est perdu, 1000 questions fusent dans sa tête. William, l'étudiant, reste sans voix un instant. Il est complètement sous le choc de leur point de vue. Regarde, le gars joyeux au milieu du chaos, entouré de lances dans une foule avide d'action. Le nouveau combattant apparaît sans armure ni arme, seulement vêtu de ses habits simples et arborant ce sourire sur le visage. Et aussi pieds nus, détendu, tranquille, avec de simples bandages, il entre dans l'arène avec un visage très jeune et lisse, souriant, comme si rien ne pouvait le menacer. Mais la brutalité du lieu est un choc de réalité. William n'y croit pas une seconde. Mais il y a vraiment quelque chose qui cloche. Ça se voit que ce gamin a un petit problème. Son regard semble un peu perdu et il est aussi désarmé. William se dit à lui-même qu'ils envoient ce gars à une mort certaine. Le voleur et son partenaire observent la scène, glacés d'effroi. William regarde la foule avec dégoût. « Pourquoi êtes-vous si heureux, bande de sans cœur? » L'homme de la mort fronce les sourcils. « C'est quoi cette blague? C'est un test ou le spectacle a déjà commencé? » Le barbare baisse les yeux avec une détermination sombre. Peu importe ce que c'est. J'avais prévu de tous les éliminer et de me tirer. Aussi simple que ça. Le guerrier grogne et contracte tous ses muscles. Le porteur de la mort lève sa massue. La première victime est déjà condamnée à mort. L'arme géante fonce vers le visage du souriant et il ne bouge même pas. Le coup est sur le point de frapper. William cache son visage et l'impact projette l'homme heureux directement sur les pics entre ses doigts. L'étudiant assiste à une scène qui paralyserait même le plus courageux. L'écho de « c'est fini » résonne dans l'air, l'homme heureux, immobile, gît dans l'arène et un gros plan sur l'œil de William reflète l'horreur absolue de ce résultat. Mais attends, cet homme heureux est encore en vie. Il bouge et fait des efforts pour se relever. William est maintenant horrifié et pense « Non, non, reste là mon gars, ce n'est pas possible. » L'angoisse consume le pauvre étudiant. L'universitaire explose, il n'en peut plus et crie pour qu'on lui donne au moins une arme. Quelle horrible façon de mourir. William, d'une voix étouffée, supplie qu'on arrête immédiatement, tandis que l'homme heureux est déjà au milieu des lances. L'étudiant, sur le point de s'effondrer, murmure qu'il ne veut plus voir ce carnage. Il ne supporte pas la scène. William se couvre le visage, consumé par le désespoir. Un souvenir douloureux,
envahit son esprit. Le pauvre. Les leçons de son père sur la vie difficile des moins favorisés. Dans son enfance, il a vu de près la souffrance des autres. Observant un gamin enfermé derrière des barreaux de fortune, le jeune William a demandé à son père « Mais ce n'est pas juste, cet enfant mérite une chance. » Mais son père répondit sans aucune pitié. Ils sont nés esclaves et leur vie est déjà décidée. Son père lui ordonna de regarder le vaste et magnifique royaume, d'ignorer la tristesse des autres. C'est notre chemin, William. Et ainsi, conclua-t-il, le père façonnant la vision de l'enfant enfermé derrière les barreaux. Le petit William serrait fort un livre, son encre au milieu de l'incertitude. Mais la mère de William s'agrippait à une barre, revivant l'oppression de son enfance. Le jeune William, derrière les barreaux, observait impuissant un monde cruel depuis sa fenêtre grillagée. L'enfant contemplait la brutalité de l'abîme, une vision qui marquerait à jamais sa mémoire. L'escroc sadique demande à William s'il se sent mal en voyant tout son argent misé dans l'arène. Soudain, l'exécuteur s'avance, la haine affichée sur le visage, souriant et tout couvert de blessures. Le barbare fait une grimace et dit à William de ne pas juger si durement le jeune guerrier. Soudain, un coup terrifiant frappe le visage du joyeux. La brutalité du combat dans sa forme la plus pure. Les yeux du porteur de destruction brillent d'une telle fureur qu'il est impossible de la dompter. Affamé de victoire, William crie « Non, c'est à fendre le cœur !» Le pauvre. Mais il presse la fin tragique et imminente. Alors, en un clin d'œil, les yeux de William croisent ceux du gars heureux. Un instant de connexion mortelle. Même les épines ne parviennent pas à effacer ce sourire. Une joie étrange dans chaque cheveu. William est en train d'halluciner. Peut-être que ses notes de fac expliquent toute cette folie. Le porteur de la mort avance à nouveau. Mais le gars heureux a déjà un autre coup en tête. Avec l'agilité d'un acrobate, le jeune esquive l'attaque, respire soulagé avec un sourire aux lèvres et assène un coup de pied au menton du géant, une scène digne d'un film d'action. Le barbare perd l'équilibre en se demandant d'où sort ce gringalet avec un coup de pied en acier. William n'en revient pas et commence à se pincer comme s'il ne croyait pas à ce qu'il voit. Ce cauchemar est sacrément réaliste, hein? Silence total. Dans cette arène, tout le monde en a même oublié de respirer, alors criez, n'en parlons pas. L'impact résonne comme un écho et le géant goûte à l'amertume de la surprise dans le sable de l'arène. Mais le gars se relaie. L'électricité de l'anxiété de chaque combat. Alors, les applaudissements de la foule résonnent comme une symphonie de victoire passée. Et une fois de plus, son sourire provocateur anticipe déjà le prochain mouvement. Un cycle se répète avec un coup précis. Un adversaire de plus à terre, William agrippe la barre, les doigts blancs extrêmement tendus et aussi très effrayés. Ses mouvements deviennent une danse mortelle, laissant le barbare complètement perdu. La mâchoire de William se contracte. Ses yeux n'en croient pas le spectacle d'une telle habileté. Maîtrise absolue est le mot qui décrit la scène de façon brutalement honnête. Il domine l'arène. Il soumet le géant avec une agilité surréaliste. Le porteur de la mort a été vaincu. Le vainqueur inattendu observe, satisfait. Le géant désormais à terre dans l'arène, un porteur de la mort a été détrôné. Un homme heureux célèbre sa victoire avec un large sourire et les poings levés. William observe toute cette scène, complètement choqué, n'y croyant pas, tandis que la foule crie le nom du vainqueur. L'arnaqueur s'approche de William avec des félicitations et une supposée bourse de gain, mais la désillusion frappe William de plein fouet. Où était tout l'argent? Mais la seule chose qui s'y trouve, brillant, c'est une pièce de cuivre, comme une blague. Une pièce de cuivre. William n'arrive pas à croire à la misère de sa récompense. L'arnaqueur, avec un air supérieur, lui montre un papier révélateur. Le document explique tout. Le gars heureux a un taux de victoire d'environ 99%. Parier sur lui ne rapporte absolument rien. L'arnaqueur laisse échapper un petit rire et rend tout l'argent d'origine. Le pari était une pure arnaque. L'arnaqueur esquisse un sourire malicieux, ce qui embrouille encore plus l'esprit de William. William essaie encore d'encaisser le choc. Il est tellement sous adrénaline qu'il n'arrive même pas à prononcer un mot. Les prochains combats étaient exactement ce que William redoutait dans l'arène. De la pure brutalité et sauvagerie. Un spectacle grotesque, bien différent du combat du gars heureux. Pauvre William, il n'a même pas tenu 10 minutes. L'arnaqueur, surpris, lui demande s'il s'en va déjà. De retour à la salle de sport, William utilise l'argent qu'il a récupéré pour payer son abonnement. Et comme si de rien n'était, il reprend sa routine d'études dans sa chambre. À la lueur des bougies, le garçon s'immerge dans ses livres, la plume glissant doucement sur le papier, ses victoires et récompenses académiques étant la preuve silencieuse de sa dévotion. Soudain, le stylo s'arrête. Une étincelle de détermination brille dans les yeux de William. William serre le stylo et l'encre coule comme une nouvelle conviction. Un regard perçant révèle la tempête d'idées qui tourbillonne dans son esprit. La pièce de cuivre sur la table, un porte-bonheur ou une plaisanterie du destin, il referme le livre lourdement, comprenant que ce qu'il a appris sur ce monde n'est déjà plus suffisant. Les bougies s'éteignent d'un simple souffle. La chambre plonge dans l'obscurité de ses pensées et, par la fenêtre, la nuit étoilée semble épier ses réflexions. Dans le calme de sa chambre, William est allongé,
les yeux grands ouverts, l'esprit en ébullition. Sa paix est partie en fumée. Des visions rouges et d'étranges ombres envahissent sa fenêtre. Le visage de William se tord et il est prisonnier des griffes d'un cauchemar sans fin. Mais ses yeux brillent d'une lumière étrange, reflétant des sourires bizarres et l'écho de la reine. Soudain, William se réveille, complètement terrifié. La peur de cette nuit hante encore ce gars-là. Allaitant, un peu perdu, il se demande si le cauchemar prend fin quand le soleil se lève. Le chant du coq annonce un nouveau jour. Mais l'agitation persiste. Sur le campus, un étudiant fait le malin, invitant tout le monde au bar. Ouais, la vie continue normalement pour certains. Et soudain, William apparaît avec un regard froid, interrompant la conversation avec le vétéran. Le camarade, interrogé, est pris de panique. Qu'est-ce qui se passe avec le regard de William, mec? Et il arrive avec une proposition vraiment sinistre. William propose de répéter le divertissement dans l'arène. Bien sûr, un autre coq chante, marquant l'heure, peut être que c'est le réveil de quelqu'un dans ce jeu de fou. Surprise! Le combattant blessé ouvre soudainement les yeux. A-t-il fait le même cauchemar? Son partenaire le prévient aussitôt. Il a bien dormi depuis la dernière raclée et il est temps de se préparer. La reine appelle. Le blessé se rappelle avec colère que le regard de son adversaire ne sort pas de sa tête. Son partenaire fait un commentaire sur ce type, tandis que le vétéran observe tout avec sarcasme. Le vétéran révèle le secret. Le gars joyeux est là pour ouvrir le spectacle, pas pour tuer. Ce qui a du sens aussi, non? Le blessé n'avale pas cette explication et insiste sur le fait que ce n'était qu'un moment d'inattention de sa part, juste un coup de chance. D'accord? Le vétéran expérimenté rit avec mépris. Si le gars joyeux l'avait voulu, tu serais déjà sous terre. Le combattant n'y croit pas et serre les dents de rage. La provocation est directe, sans détour. Un combattant expérimenté montre la voie à ceux qui ont échoué. Un avertissement brutal. La tension ne fait qu'augmenter. Le poing du gars blessé tremble. Mais le vétéran ne fait que dire la vérité. Le jeune intervient dans la conversation avec un large sourire. La reine est faite pour se battre. Ce n'est pas une infirmerie. Le partenaire du blessé est un type plutôt étrange, qui répond « Oui, monsieur », plein d'enthousiasme. Le vétéran fusille du regard, empli de colère. Je n'arrive pas à croire ce que ce nouveau est en train de faire. Soudain, un silence sinistre s'empare de toute l'infirmerie, pendant que le vétéran observe les autres prisonniers. Et ce gamin, c'est lui qui commande tout ici. Le vétéran méprise le gars joyeux. Ce type pense que le nouveau prend la grosse tête avec la réputation qu'il est en train de se faire. Il croit qu'il a gagné que par chance parce que le combattant était blessé. Tout le monde dans l'arène n'est qu'une bande de faibles. Un sourire de psychopathe fou apparaît sur son visage. C'est son univers. Et il veut le dominer. Alors, il se place de façon provocante devant le gars joyeux, le traitant de nabo avec l'attitude de celui qui commande. Le vétéran demande au gars joyeux comment il a atterri dans l'arène. En souriant d'un air innocent, il raconte que son père l'a vendu dès sa naissance, laissant le vétéran complètement sous le choc. Et notre joyeux, avec un sourire éclatant, dit qu'il a été élevé ici, et tout ce qu'il sait faire, c'est se battre. Eh bien, le vétéran n'y croit pas et demande pourquoi tout le monde tremble devant lui s'il s'entraînait déjà avec eux. Notre garçon joyeux dit qu'il s'est trompé, tout en enlevant tranquillement sa chemise. Un objet serré autour de son poignet, il se prépare à quelque chose de totalement inattendu. Souriant, il dévoile un corps impressionnant. Ses maîtres sont partis depuis longtemps. Le regard du vétéran se remplit maintenant de confusion. Et une sueur froide coule sur son front. Le gars joyeux dit qu'il n'y a plus personne pour s'entraîner ou le défier, seulement des débutants. D'une tape sur l'épaule, le gars joyeux désigne le vétéran avec enthousiasme. Alors qu'il révèle sa tactique, je me laisse blesser pour divertir le public et l'adversaire vétéran reste figé, sans réaction. Eh bien, cette révélation le laisse sans voix. Un sourire de sa part rappelle le combat, et la tête du marteau semble vouloir l'écraser. Mais le jeune homme, lui, arrête l'arme à main nue, en souriant. C'est de la folie. Les épines s'enfoncent dans sa peau. Le sang jaillit, mais sa poigne est d'acier, et il fait une grimace de douleur. Mais c'est juste pour rire. Le gars joyeux pousse l'adversaire vers une fin épineuse. Un combattant expérimenté s'en rend compte horrifié. Tu te fiches de moi, hein? Et le gars joyeux, la main sur son épaule, remarque que le vétéran tremble. Pas besoin de se battre pendant la pause. Il dit d'une voix douce, « De toute façon, on va mourir ici même. » Le vétéran essaie de trouver ses mots, commence à bégayer. Mais le gars joyeux l'interrompt en souriant et dit, « Excusez-moi. » Et il donne un coup de poing en plein milieu du mannequin, le brisant complètement. Le mannequin en tissu est resté complètement brisé au sol. Les autres détenus regardent et l'un d'eux dit, satisfait, qu'en réalité, tout le monde passe par là au début. Alors William a réussi à obtenir un autre ticket pour l'arène, avec un masque en argent, façon armure. William, un peu perdu, se demande d'où vient ce nouveau surnom qu'il a reçu. Et c'est vrai qu'il a vraiment une tête de fer, un souvenir très bref. L'étudiant du campus lui remet le pass pour que William en profite. L'étudiant lui donne l'argent pour la sortie et c'est pour parier, avec des instructions très précises. William soupire maintenant, il a l'air d'être juste un joueur de plus, mais il aimerait le revoir, tout excité avec le pass en main. William s'inquiète pour entrer dans l'arène, un spectacle va continuer. À présent, la scène se déplace vers la maison du fossoyeur, un endroit extrêmement lugubre et obscur.
Un vieux fossoyeur s'adresse à Sagar. Allons chercher les corps de la reine Lucasia. On remarque que Sagar porte un livre d'anatomie, tandis qu'il répond oui au maître fossoyeur. Alors, tous deux partent avec la charrette en direction de la reine imposante. L'œil de Lucasia, le vieil homme, regarde le champ de bataille, pensant qu'une seule charrette ne suffira pas à transporter autant de corps étendus. Sagar, pragmatique, assure qu'ils vont bien réussir à les empiler. Le professeur a confiance en son nouvel assistant. Le fossoyeur félicite l'efficacité de Sagar. Un employé qui n'a qu'un mois de service, tout en transportant le corps, Sagar couvre son visage, sans prêter attention à la fierté de son chef. En tenant le poignet d'un des morts, Sagar remarque un détail curieux dans les marques. Ses yeux s'écarquillent. Une révélation commence à germer dans son esprit. Sagar observe attentivement en constatant que presque tous les corps présentent les mêmes marques, les mêmes ecchymoses. Il en déduit que, par la forme et la taille, les marques ont été faites à main nue, c'est-à-dire sans armes. C'est alors qu'il se rend compte d'une chose. Les blessures sont anciennes et ne proviennent pas de la bataille finale. Mais une chose l'intrigue. Pourquoi y a-t-il autant de corps ici, sans signe de lutte, sans aucune arme, parmi eux? Soudain, le vieux fossoyeur l'appelle avec urgence. On dirait qu'il a trouvé quelque chose. Sagar s'approche. Qu'est-ce qu'il se passe, professeur? Le vieil homme semble préoccupé. Le professeur désigne un cadavre, qui semble être le membre de la royauté qui avait disparu, en le comparant à une affiche. Il confirme que les marques et les dents correspondent compte tenu de son état. Un noble disparu depuis un mois a été retrouvé sans vie dans l'arène. Sagar, plein de conviction, annonce qu'il va prévenir le seigneur féodal et l'église sur le champ, mais le vieil homme le retient fermement. Attends un peu. Effrayé, le professeur prévient. Ça pourrait aussi nous attirer des ennuis. Un vieux fossoyeur met Sagar en garde contre le tempérament du roi, craignant des accusations absurdes s'il parle. La sueur coulant sur le front, le professeur suggère qu'il vaudrait peu être mieux enterrer le corps discrètement et oublier toute cette histoire. Sagar écoute en silence, mais il semble très pensif. Mais le professeur affirme que le lâche criminel doit payer et qu'il se battra pour la justice, même si cela doit lui coûter la vie. Sagar part résolument en disant qu'il reviendra. Tandis que le vieil homme tentait d'arrêter le garçon, mais sans aucun succès, le vieux fossoyeur observait. L'esprit en ébullition, la panique et la sauvagerie inscrites sur son visage, et le départ de l'assistant qu'il avait engagé sans trop réfléchir, regardant Sagar disparaître dans l'immensité. Sagar, le visage fermé, savait déjà que s'il ouvrait la bouche, tous ceux liés à la reine en subiraient les conséquences. Revenant du côté de William, il serra le billet de la reine dans sa main, à nouveau pensif, devant l'immense bâtiment qui l'attendait, il se préparait pour le duel de l'homme heureux. Le combat de Happy, un soleil de plomb illuminait tout le ciel, promettant une journée des plus tranquilles. Soudain, des nuages sombres se forment, présagent d'un changement radical. Un éclair fend le ciel. Pendant que la femme observe par la fenêtre, la tempête est arrivée. À l'intérieur, la jeune femme s'inquiète du temps. Ses craintes se confirment, mais elle est surprise. Quel est donc le mystère que cette tempête apporte, hein? Des chevaliers armés frappent à sa porte en plein déluge. Elle n'en revient pas que ce soit la puissante et imposante garde royale. Quelles affaires urgentes amènent ces hommes ici? Les soldats sont en position, leur chef en tête, ils avancent vers l'imposant bâtiment malgré la pluie battante. Une arme lourde frappe violemment le sol et l'action est sur le point de commencer. Le chef de la garde crie que l'assassin de la royauté est caché dans ce bâtiment et il ordonne de capturer tout le monde et, en cas de résistance, de les envoyer dans la tombe. Ces chevaliers réagissent immédiatement. Ils répondent d'une seule voix. Oui, ils sont prêts à attaquer. Pendant ce temps, dans l'arène, le combat brutal laisse le combattant au sol et William est écœuré et se demande si tous les combats sont aussi pathétiques à l'exception de ceux de ce type joyeux. L'animateur annonce alors, avec un enthousiasme extrême, l'événement principal de la journée et, d'un simple geste, il s'adresse à la foule impatiente, demandant s'ils se souviennent du tueur en série qui a semé la panique dans le village il y a un mois. Tout le monde doutait que ce type existait vraiment et pensait que c'était impossible. L'animateur révèle qu'aucune patrouille n'a réussi à l'attraper et qu'il a gagné le surnom de démon de la nuit. Tout le monde se demandait pourquoi ce type n'était pas encore en prison. Et, le doigt levé, il crie en annonçant le démon en personne. Son premier combat ne pouvait être contre personne d'autre que notre gars joyeux et souriant. William est maintenant livide. Il regarde et a du mal à y croire. Cet assassin-là, le démon de la nuit, entre en action et le maître de cérémonie crie, tandis qu'un sourire extrêmement sombre surgit de cette obscurité. Le démon de la nuit fait son entrée en pensant que le plaisir ne fait que commencer. Ah! Ils l'ont amené dans un paradis. Il commence à caresser ses armes, tout en disant que, lors de la nuit de la libération, ils vont bien s'amuser. Alors, avec une pure malice, soudainement, une botte lourde frappe violemment le sol et se retourne furieusement, surpris par cette arrivée inattendue.
et le capitaine de la garde royale, plein d'indignation, demande comment cette racaille destinée à l'enfer se trouve ici. Eh bien, ce démon de la nuit, avec un air de ne rien comprendre, veut savoir qui est ce soldat courageux. Le capitaine se demande, extrêmement sérieux, si ce Lucasian libère des criminels de prison de cette façon. Ses connexions avec le royaume doivent être vraiment profondes. Le démon de la nuit, les yeux brillants, se tient devant lui et l'esprit du capitaine est déjà en train de travailler. Une lueur rougeâtre dans ses yeux nous indique qu'il a tout compris. Ah! La porte est ouverte! Le criminel est extrêmement rusé et remarque l'opportunité. Il voit l'opportunité en or, derrière la gare. Ils ont même mis une arme dans ma main. Le tueur sent que le destin souffle en sa faveur. Avec colère, un sourire tordu de psychopathe, il s'avance, pensant que c'est une invitation à la liberté. Il serre fermement son arme, prêt à s'en servir sans même cligner des yeux. Sans aucune pitié, le fugitif attaque et tente de se frayer un chemin vers le capitaine. Pendant ce temps, dans l'arène, l'absence du maître se fait remarquer. Qu'est-ce que c'est? Où est ce combattant qu'ils attendaient? Tout le monde commence à douter et à crier « Il nous ment! Il n'y a aucune chance que ce monstre soit vraiment là. » William observe tout cela avec une extrême tension et, de nulle part, l'un des spectateurs crie « Attendez, regardez là! » Ce type vient d'attirer l'attention de tout le monde, y compris celle de William, qui se tourne aussi pour regarder et remarque qu'un véritable gentleman fait irruption et envahit tout. Le capitaine rugit, furieux, attirant l'attention de tous avec un regard d'acier. L'officier de l'ordre déclare sévèrement « À genoux, je vais arrêter tout le monde. Vous êtes tous suspects du meurtre d'un membre de la royauté. » Wow! William est stupéfait par cette situation. Un vieil homme crie qu'il est innocent tout en essayant de s'enfuir. William est choqué de constater que le chaos s'installe et que quiconque tente de résister sera neutralisé sans la moindre hésitation. La situation est extrêmement tendue et critique, et le roi a déjà donné ses ordres, et son ordre était de s'agenouiller, ferme et non négociable. William se retrouve à genoux, voyant son argent et son laissez-passer jeté par terre. Pauvre de lui! Le capitaine est déjà impatient face à la désobéissance. Hein? Ils n'ont pas entendu mon ordre de s'agenouiller, non? Alors, du milieu de cette foule soumise, l'homme heureux se lève, avec un sourire audacieux, défiant le capitaine. Le capitaine, extrêmement renfrogné, lui demande directement « Tu trouves ça drôle, cette situation, hein? » Notre garçon heureux continue de sourire, rayonnant, avec un regard très perçant. Il reste silencieux face à... Félix se penche rapidement, mais ce n'est pas pour faire des révérences, c'est pour prendre de l'élan et foncer sur le capitaine. Le capitaine ne comprend pas pourquoi ce type insiste à se battre. Soudain, il attrape sa hallebarde, tandis que Félix appuie si fort sur le sol que tout le plancher en tremble. Le capitaine balance la hallebarde, frôlant de peu le visage de Félix. Tandis que Félix continue de sourire, le capitaine ne comprend pas ce qui se passe avec ce jeune homme. Il s'est arrêté tout près, sans même porter un seul coup. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, Félix se baisse, esquivant à nouveau l'attaque du capitaine. En faisant cela, il prend de l'élan et saute en direction de la tête du capitaine. Il bouge ses bras très rapidement, attrape la tête du capitaine et lui assène un coup de genou en plein milieu du visage. Le coup a été si fort qu'il a laissé sa vision complètement blanchie pendant quelques instants. Tous les soldats, ainsi que les civils, étaient terrifiés par ce qui se passait, mais Félix continuait de sourire, a fait pivoter son corps et est retombé debout sur le sol. Le capitaine a ressenti ce coup et son nez s'est même mis à saigner, pendant qu'il traitait ce type de petit salaud. Et il a de nouveau saisi sa hallebarde avec force et criait, se préparant à donner un autre coup, mais il n'a eu aucun courage. Il s'est approché tout près de Félix et a remarqué que ce petit garçon anticipait son attaque avant même qu'il ne la lance. Il était si proche de porter un coup et, en même temps, si loin de pouvoir l'achever. Il a regardé le visage de Félix puis a baissé les yeux et s'est rendu compte que Félix était prêt à lui asséner un coup dans le ventre. À cette distance, il ne serait pas capable d'esquiver. Il a compris que c'était le moment parfait pour donner un coup de poing, un seul mouvement. Alors il a essayé d'attraper Félix, mais Félix lui a mis un coup de poing en plein visage. Ce crochet que le capitaine a reçu était si puissant que le bruit de l'impact ressemblait à de petites explosions internes. Avec ce coup, le capitaine a été projeté au loin, en hurlant. William n'en revenait pas de la force de Félix, mais le capitaine a réussi à tenir bon et s'est préparé à reprendre de l'élan. Pendant ce temps, William n'arrivait pas à croire que ce type continuait à résister. Le capitaine, hurlant de rage, a de nouveau saisi fermement son hallebarde et a tenté de porter un autre coup, mais sans aucun succès. Félix n'était déjà plus là. Il se demandait où ce garçon avait bien pu aller. Alors qu'il se demandait où était Félix, Félix est arrivé avec un balayage parfaitement exécuté, faisant tomber le capitaine au sol. Le visage ensanglanté et traîné par terre, il levait les yeux et voyait le sourire radieux de Félix. Après que les troupes se soient rendues compte que le capitaine avait perdu, tous ont pointé leurs lances et flèches vers Félix, mais aucune n'a réussi à l'atteindre. Félix a esquivé plusieurs, en a attrapé d'autres à la main et a réussi à éviter parfaitement les flèches. Les gardes demandaient si le capitaine allait bien, et le capitaine n'arrivait pas à croire comment ce salaud pouvait avoir des mouvements aussi précis. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Il ouvrit grand les yeux en pensant « Qui est ce type ?» Mais Félix était là, allongé par terre, avec une flèche plantée dans le cou, arborant toujours un sourire magnifique sur le visage. Le capitaine regardait la scène sans comprendre ce qui se passait. Comment ce type peut-il avoir 2 flèches, une dans la poitrine et l'autre dans le cou, et continuer à sourire? Le capitaine pense que Félix le regarde et se moque de lui. Est-ce que ce salaud veut profiter de cette humiliation jusqu'au bout? Il se lève, fou de rage. Si c'est comme ça, il va faire ce qu'il veut. Il va devoir attraper ce salaud-là tout de suite. Soudain, quelqu'un crie, lui ordonnant de s'arrêter. Le capitaine se tourne pour voir qui c'est, et un petit gros arrive en criant. C'est Lucas Chan. Il a couru pas mal pour arriver là et il est en sueur. Il commence à expliquer que ce type s'est battu parce qu'il pensait que c'était un combat d'arène. Il n'a jamais été dans le monde extérieur, alors il ne comprend pas cette situation. Le petit gros se met à crier, disant que quiconque entre dans l'arène avec de l'équipement, il le considère simplement comme le prochain adversaire. Ce type n'est qu'un chien dressé. Le capitaine regarde le petit gros, puis regarde le sourire heureux. Il devient encore plus en colère et commence à marcher vers Félix, mais l'homme continue de crier que cette expression qu'il n'a qu'un handicap depuis l'enfance. Ses nerfs faciaux sont tous endommagés, ce qui fait que ses muscles restent figés de cette façon. Le capitaine demande comment, mais le gars continue en disant que c'est vraiment difficile à croire. Même lui n'y croyait pas au début, mais ça a toujours été comme ça. À cause de cette expression, tout le monde pensait que Félix était toujours heureux et joyeux. Même lorsqu'il a été abandonné par ses parents et qu'il cherchait sa mère et son père, même lorsqu'il était poignardé par des armes et qu'il saignait, il continuait à sourire. Il avait même l'air heureux lorsque la personne qu'il avait élevée était en train de mourir. Pour cette raison, Félix a été traité de démon, constamment incompris et souffrant en prison, le pauvre. Il n'y avait personne pour le protéger. Les gladiateurs et les prisonniers se rassemblaient en masse pour le frapper. Cependant, il n'a survécu que parce qu'il était vraiment doué pour se battre. Après tout, s'il n'avait pas été bon, il serait déjà mort dans les cellules. Lucas Chan a vu toute la vie de Happy et il sait. Après avoir pris une sacrée raclée, il regardait le visage de Happy et il gardait toujours cette expression joyeuse. Mais tout cela n'était qu'un problème facial. Ce type n'arrive tout simplement pas à exprimer ses émotions. Il est toujours effrayé, triste et désespéré. Le capitaine lâche sa hallebarde, tandis que Lucas Chan dit que les gens refusent tout simplement de croire que cela puisse être vrai. Lucas Chan demande au capitaine de le regarder à nouveau et de voir s'il a vraiment l'air heureux, même en souffrant. Les gens ont été captivés par l'apparence extérieure de Happy, ce qui les a rendus encore plus enthousiastes et les a poussés à revenir sans cesse. Il a lui aussi été touché par ce bonheur, et c'est pour cette raison qu'il n'a pas fui et qu'il est venu ici pour lui. C'est la plus humble des récompenses qu'il puisse offrir pour la joie qu'il a reçue, une joie qu'il n'avait jamais connue avant l'arrivée de Happy dans sa vie. Eh bien, le capitaine reprend son hallebarde et dit que tout cela n'est que des bêtises, que tout le monde ici va mourir de toute façon. Il tourne la hallebarde sur le côté et frappe Lucas Chan en plein visage, le projetant au sol. Et le lendemain, Lucas Chan a avoué ses crimes et a été pendu avec ceux qui dirigeaient cette prison. Cette arène sanglante. Cette potence a été érigée à l'endroit le plus visible de la ville, juste en dessous du balcon où le roi se tenait et regardait la ville chaque matin. De cette façon, cela a un peu apaisé la colère du roi. Pendant ce temps, en prison en attendant le jour de l'exécution, William disait qu'il ne voulait pas mourir là, et il tremblait de peur dans cette cellule glaciale, tandis que les gens disaient que tous les impliqués avaient déjà été tués et que maintenant c'était leur tour. Il se demandait comment il en était arrivé là, à l'exécution, ce qu'il avait fait pour mériter ça. Il suppliait mentalement que quelqu'un lui épargne la vie et il implorait aussi des excuses. Happy Face était aussi dans sa cellule et lui demandait s'il allait bien. Il n'a même pas compris comment le gars heureux était arrivé là et il a eu une sacrée frayeur. Happy a dit qu'il était enfermé là depuis hier avec lui. Happy avait remarqué que ce gars parlait tout seul depuis un bon moment et il se contentait de l'observer. Maintenant, William s'est rendu compte qu'il était tellement hors de lui qu'il ne remarquait plus rien autour de lui. Mais alors, le souvenir de Happy Face se faisant transpercer par toutes ces flèches lui revint en tête. Il n'a pas été touché par plusieurs flèches. Comment se fait-il qu'il aille bien? Il a simplement fait semblant d'avoir été transpercé et s'est allongé. Et il dit ça en souriant. C'est incroyable. Comment ce type arrive-t-il à avoir des mouvements aussi précis et un temps de réaction aussi rapide? Il se souvient de ce noble qui disait que ses nerfs partiels étaient tous endommagés, ce qui faisait que ses muscles étaient figés. Et il n'arrivait pas non plus à s'exprimer. Mais les gens disent qu'il a aussi peur maintenant. Est-ce vraiment le cas? Mais Happy, toujours en souriant, dit que c'est évident qu'il a peur, après tout, ils sont sur le point de mourir. William se contente d'observer. Il a remarqué que le gars joyeux disait qu'il avait peur, mais tout ce qu'il disait ne correspondait pas à ses réactions corporelles, ce qui l'a fait rire un peu. Happy demande si c'est drôle et William commence à bégayer. Ah non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je riais, tu riais. Je riais, tu riais. Il s'en mêle complètement dans ses mots, mais Happy a déjà l'habitude. Tout le monde agit comme ça. William, en sueur, parvient à murmurer un oui et ajoute qu'il comprend un peu mieux.
Pendant que William digère la compagnie étrange du gars joyeux, il pense que sa présence, avec un sourire un peu joyeux, éloigne la peur de la mort. Dans le couloir, un garde apparaît avec des nouvelles. Les proches peuvent défendre les innocents. L'espoir renaît dans le corps de William. S'il prouve son innocence, il sort de prison. Le gars joyeux entend l'annonce. Ceux qui ne prouvent pas leur origine seront éliminés. Bientôt, les cris de la famille de William se font entendre, annonçant la visite inattendue. Entre les étreintes et les demandes de pardon, William retrouve sa famille et son petit frère, un peu perdus. Sa mère le serre dans ses bras pour le réconforter. Son père, quant à lui donne une accolade vigoureuse. Un moment chargé d'émotions flotte dans l'air. Derrière les barreaux, le gars joyeux est témoin de la scène. Un léger souffle s'échappe de ses lèvres souriantes. Le visage heureux observait la scène avec joie. Dans ses pensées, le gars heureux murmure avec un poids immense et les souvenirs reviennent l'envahir. Son enfance a été solitaire et pèse sur lui comme des mains fantomatiques. Dans sa mémoire, une voix sévère résonne comme un avertissement. C'est comme ça que tout le monde vit sans aucune chance. William, cette voix froide continue, disant qu'ils sont esclaves depuis le berceau, avec un avenir déjà scellé, sans aucune chance de changement. Le petit visage joyeux, plein de bonheur, murmure à peine « Papa », mais ce sourire intérieur d'adulte brûle de l'intérieur. Mais abandonner maintenant, c'est hors de question. Ce serait ma condamnation à mort. William essaie de s'éloigner de ce passé lourd. Avec un sourire, il projette une ombre de douleur en contraste. Le garde ordonne à la famille de sortir. Alors qu'il se met en place, le gars heureux est resté en arrière, observant la joie des autres à travers une vision brouillée, il admet avec un sourire forcé qu'il est encore ce gamin fragile d'autrefois. Une dure vérité le frappe de plein fouet, incapable de changer ce qui l'attend, il est un vrai faible. Ses yeux s'enfoncent dans une obscurité sans fin, reflétant une âme brisée par l'impuissance. Et même au milieu de toute cette obscurité, le gars heureux murmura « Ok », essayant, qui sait, de s'en convaincre lui-même. Alors, un peu plus déterminé, le gars heureux a un plan en tête. Le visage joyeux s'agrippe au barreau, tout son corps marqué. Il parle pour lui-même. Un officier observe la famille de William s'éloigner. Un contraste cruel avec le destin des autres. L'officier au visage impassible donne des ordres aux gardes. Les innocents sautaient. Le reste va à la potence, mais le garde l'interrompt avec une nouvelle. Capitaine, il y a un cas spécial parmi les condamnés, Carlo Lucassia, dans sa corruption, a enregistré le combattant comme membre de l'Église et il paie une fortune. La loi de l'Église est claire concernant le lieu de l'exécution. Servitude à vie comme punition, et le roi a accepté. Le capitaine, avec une mine renfrognée, devient curieux et exige de savoir qui est ce chanceux. Le garde révèle l'information cruciale. Il n'y a pas de nom, seulement un surnom de combattant dans les registres. Son sourire s'illumine tandis qu'une vision du nom le hante. Il se souvient des paroles de Lucassia. C'est ma façon de rendre la joie qu'il m'a donnée. Depuis la fenêtre, le capitaine se demande quel genre de personne était ce gars joyeux pour Lucassia. Ou voulait-elle simplement le sauver? Une semaine plus tard, le destin révèle la vérité. Au milieu du commerce d'ânes, un marchand observe le nouveau prisonnier avec mépris, enchaîné, tourne les doigts à lui. C'est ça, le nouvel esclave. On dirait un fou, il ne fait que rire sans arrêt. Et il dit « un vendeur ». Pendant que l'autre hésite, ne croyons pas que quelqu'un l'achètera. Laisse juste ce type mourir de faim. Nado suggère. Après tout, l'Église a vendu ce type pour une misère. Un vieil homme intervient, disant qu'il veut acheter ce garçon. Tous les marchands restent sans voix, mais le prix perplexe dit qu'il n'y a aucun enfant ici. La vieille insiste en pointant le gars joyeux. Ce même enfant qui est en train de pleurer juste là. Son regard révèle un enfant en larmes derrière l'apparence de bonheur, elle me voit. À la maison, la nouvelle tombe comme une bombe. La grand-mère a acheté un esclave. Quelle idée absurde. Sa petite fille n'en revient pas, mais comment elle et cet étranger pourrait-il se retrouver seul? Le grand-père intervient aussitôt. Quelqu'un doit aider, après tout, plus personne n'arrive à gérer ça, mais fais-moi confiance, crois en ceux qui savent. La jeune fille parle avec détermination, même si le grand-père prend sa défense, elle est résolue et affirme que demain elle sera à la maison et veut voir cette signature en action, concrètement. Alors, un nouveau jour se lève sur la ferme familiale. Ici, ce sera le refuge parfait pour un sourire, avec des gestes affectueux, et la grand-mère souriante propose un bain et des vêtements propres, une lueur de dignité, mais elle s'arrête un instant, car l'estomac de Sorizo réclame aussi sa part. Ce n'est pas seulement un sourire, il a besoin de manger. La vieille dame, assez indignée, demande si les ravisseurs n'ont même pas pris la peine de nourrir ce garçon. Elle pousse le garçon vers la salle de bain pendant qu'elle va préparer quelque chose à manger pour lui. Elle lui explique les règles et lui demande de tout manger, maintenant, car demain il sera le premier à travailler pour payer son pain, tu entends. Alors Sorizo demande si demain il va devoir se battre. Elle lui demande s'il ne confond pas le travail avec la vie qu'il menait avant.
La grand-mère l'observe et lui dit de ne pas dire de bêtises, qu'ici, dans cette maison, les tâches sont très simples. Il va faire la vaisselle, nettoyer la chambre, ramasser du bois pour l'hiver, ce genre de choses. Pendant qu'elle termine de parler, Chorizo se dirige vers la salle de bain pour prendre un bon bain. Il jette tous ses vêtements sales et déchirés par terre et se dirige vers la baignoire, se rappelant des douches glacées qu'il prenait en prison. Mais soudain, il remarque que l'eau est bien chaude, il y plonge une jambe et commence à voir toutes ses taches de sang disparaître de sa peau. Il entre complètement dans la baignoire, le corps encore couvert de cicatrices et de sang, et commence à se laver. C'est la première fois que Feliz expérimente de l'eau tiède dans sa vie. On aurait dit que toute sa lourde douleur était en train d'être lavée, tout était chaud là-bas. Ensuite, il a mis des vêtements neufs et a aidé à préparer le repas, il a aussi dressé la table du dîner. Après cela, cette vieille dame a aidé à soigner les blessures sur le corps de Feliz. La vieille femme n'arrivait pas à croire que des gens aussi mauvais avaient poignardé ce jeune homme à ce point. Elle a appliqué quelques herbes pour pouvoir soigner rapidement ses blessures, mais une chose intriguait beaucoup Feliz. Elle lui a demandé ce que c'était et lui a dit de l'appeler Mamie. D'accord alors, il a accepté et elle a demandé ce que c'était. Et il a demandé s'il pouvait sortir. Les deux sont restés silencieux et, après s'être habillés, il est sorti dehors et a contemplé l'immensité du ciel. Il a placé ses mains comme s'il simulait des barreaux, les mêmes barreaux à travers lesquels il observait le soleil lorsqu'il était emprisonné. Son mentor lui disait qu'au-delà de ces barreaux, le monde était bien plus vaste qu'il ne l'imaginait, que le ciel et la terre s'étendaient à l'infini. S'il avait la liberté, il comprendrait ce que cela signifie, tu peux aller où tu veux, si tu le souhaites. Il regarde derrière lui, vers la maison de cette vieille dame, et en même temps, il regarde devant lui, vers l'immensité du monde, tandis que la vieille, à l'intérieur, disait que s'il voulait partir, il pouvait partir, qu'elle était déjà trop vieille pour l'en empêcher. Mais il n'est pas parti. Tout ce qu'il ressent maintenant, c'est qu'il est libre. Il s'approche de la vieille dame en disant qu'il a déjà tout vu et marche à pas doux, comme des pas de bébé, se rappelant qu'il appelait toujours son maître, père. Le maître avait aussi une affection particulière pour Chorizo, et il a reconnu cette tendresse chez la vieille dame. Il disait en souriant qu'il allait commencer à travailler immédiatement. Alors il a déjà ramassé toutes les assiettes sales sur la table, la vieille l'a remercié en souriant, sans aucune dent dans la bouche. Soudain, le grand-père est arrivé, le dos endolori, et il a été surpris par ce qu'il a vu. Cette vieille n'avait-elle pas dit qu'elle allait ramener un enfant ? Eh bien, cet enfant est vraiment grand, mais elle continuait d'insister qu'il était un enfant. Ah, quand William arrivera demain matin, elle va être très fâchée de la taille de cet enfant. Bon, de toute façon, ils vont bien s'entendre à partir de maintenant. Atifas regarde sur le côté et voit son visage reflété dans la fenêtre de la maison. Ce jour-là, il a vécu le jour le plus chaud de sa vie. Et cette même nuit, notre garçon William est dans une énergie pure. Il regarde la vitre brisée dans sa chambre, qui est un vrai chantier. C'est comme un miroir du désordre qu'il a dans la tête, le pauvre. Et regardez, c'est le jour le plus froid de sa vie. En une semaine, la vie du gars a basculé. Condamné. Dans l'arène, cela s'est répandu comme une rumeur. Et maintenant, toute la ville pense qu'il est un criminel. Et il ne sert à rien de crier qu'il est innocent. Personne ne le croit. La méfiance est partout. Et pour couronner le tout, un inconnu qui se trouvait dans l'arène continue de le poursuivre. Le résultat de cet enfer, William a perdu des prix, des rêves et même des bourses d'études. Il s'est fait avoir en beauté, mon pote. Avec l'audience d'expulsion qui approche, tout le collège lui a tourné le dos. Le visage qui était autrefois plein d'espoir ne montre plus que l'amertume de quelqu'un qui est complètement seul. Et là, arrive la scène la plus triste de toutes. Son père s'agenouille devant quelqu'un, suppliant pour la clémence à cause de l'échec de son fils. Mec, cette scène a complètement brisé William. Il serre les dents, sentant son âme se faire complètement déchirer, et il ne tient tout simplement plus. Ses pieds le portent loin de là, désespéré. Il court et va frapper à la porte du vétéran, tenant un laissez-passer et criant que c'est de sa faute à lui, qu'il n'a même jamais vu un membre de la royauté de sa vie. Son visage est complètement déformé par la douleur, l'injustice le brûlant de l'intérieur. La porte s'ouvrait, de l'autre côté, il n'y a que du mépris. L'espoir d'être entendu meurt sur le coup. Une voix froide dit quelque chose et lui arrache brutalement le laissez-passer des mains. Là, c'est fini. L'incrédulité de notre garçon se transforme en pure haine. Et pour couronner ce spectacle d'horreur, un caïd se met à rire et à se moquer, l'accusant de vouloir faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est la goutte d'eau. Il perd la tête, attrape le premier objet lourd qui lui tombe sous la main et fonce, déterminé à porter un coup précis, une réponse immédiate à l'injustice qu'il vient d'avaler. Aussitôt, tout le monde le retient, en criant qu'il est devenu fou, tandis que le provocateur affiche un petit sourire de victoire, confirmant que oui, il est expulsé. William, maîtrisé mais pas vaincu, commence à dire quelque chose plus crache au visage du caïd, ordonnant à cette racaille de la fermer pendant qu'on l'entrait mort de là. Le résultat de tout ça, ce soir-là même, il est jeté hors de la chambre, avec un avenir incertain, sans nulle part où aller. Le pauvre s'enfuit dans les montagnes, se cachant pour pleurer en paix et demandant pardon à ses parents, complètement perdus, sans savoir ce qu'il va faire de sa vie.
Et c'est là que notre histoire devient un peu plus bizarre. Soudain, une silhouette apparaît au milieu de la végétation, tenant un panier de champignons, et lui demande tout tranquillement s'il va bien. William devient aussitôt livide, n'en croyant pas ses yeux. Il commence à bégayer et demande comment ce type peut être là, disant qu'il pensait qu'il était passé de l'autre côté. Le gars se contente de sourire et dit qu'il cherchait juste un petit encas nocturne. Et là, il propose un morceau de champignon à William. Notre héros, sur le coup, montre qu'il a du bon sens et dit que ce champignon pourrait être vénéneux. Le gars pousse juste un soupir et dit qu'il a failli y passer, ce qui rend William encore plus perplexe. Pendant ce temps, à l'arrière-plan, deux silhouettes observent, tandis que William est à pifasserie de toutes ces pitreries. Maintenant, on observe un groupe de personnes, vraiment louches, qui espionnent tout. L'un d'eux confirme qu'il a vu William sortir de l'école des nobles. L'autre affirme déjà que, c'est sûr, le garçon vient d'une famille riche. Et ils identifient aussi l'année de William comme l'idiot célèbre du village. Ah, le chef des bandits. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une occasion en or comme celle-là. William, perdu dans ses propres pensées, laisse même échapper un petit rire, se demandant comment quelqu'un peut être aussi détendu que ça. Le sourire du gars est contagieux et, l'espace d'un instant, il allège le fardeau de notre héros. Il plaisante même, disant qu'il pensait qu'il allait y passer après ce qui s'est passé. Mais maintenant, je sais pas, les choses semblent différentes. Le gars au sourire, tout rayonnant et innocent, change de sujet aussitôt, comme s'il ne voulait pas parler du passé. Il demande à William s'il va bien maintenant et pourquoi il pleurait tout à l'heure. Notre protagoniste a le regard perdu, se demandant s'il doit ou non raconter ce qui s'est passé, mais l'ambiance légère disparaît d'un coup. L'atmosphère devient lourde et un gars demande ce qu'un jeune noble comme lui fait au milieu de cette forêt dangereuse. Quand les deux se retournent, il tombe nez à nez avec la menace, le chef des bandits et deux ombres géantes à ses côtés. C'était ses sbires, l'un d'eux tenant une hache rouillée. William se tend aussitôt et parvient à crier un « baisse-toi » à Happy Face, qui était encore perdu à côté de lui. Et sans réfléchir à deux fois, notre gars se jette au sol, juste par précaution, laissant l'autre là, toujours sans rien comprendre. Le visage dans la poussière, William commence à supplier en essayant de négocier quelques pièces avec les bandits. Il implore, pour l'amour de Dieu, que quelqu'un vienne l'aider. La scène est tellement ridicule que le chef des bandits n'en peut plus et se met à rire, applaudissant sarcastiquement la rapidité avec laquelle la situation a dégénéré. Mais la mascarade s'arrête là. Le chef révèle le vrai plan. Leur objectif n'a jamais été de gagner 3 sous. Ils sont là pour le kidnapper et utiliser ses parents nobles comme monnaie d'échange. Pendant que les bandits commencent à l'attacher, William essaie encore de se défendre, criant qu'il n'est pas du tout un noble, mais il était déjà trop tard. Un bandit masqué s'approche de l'ami de William. Le bandit lui demande ce qu'il y a dans son panier. Le visage heureux de notre garçon disparaît et laisse place à une surprise sinistre. Avec une force que personne n'attendait, il assène un coup précis en plein visage du bandit masqué. Le criminel s'évanouit tout simplement et s'effondre face contre l'herbe, complètement assommé. Les autres bandits, hache à la main, restent là à regarder, complètement terrifiés. Pendant que William reste encore confus et crie « Qu'est-ce qui se passe ?» L'un des sbires, au beau milieu de la bagarre qui a éclaté sans prévenir, demande ce qu'il a fait, mais la seule réponse qu'il obtient, c'est un sourire étrange et tordu qui apparaît sur le visage du garçon, un sourire presque prédateur. L'autre bandit, furieux, le confronte en hurlant « Qu'est-ce que t'as fait, gamin ?» Mais la main du garçon fuse et le fait taire d'un autre coup brutal. Deux vauriens à terre, un chef de bande et ce qu'il reste de sa troupe regardent la scène en se demandant « C'est quoi ce genre d'abruti ?» Le garçon, qu'on va appeler heureux, les fixe d'un regard défiant, avec un sourire qui donne la chair de poule. Le chef, désespéré, hurle à tout le monde d'attaquer en même temps. Il se jette lui-même en avant comme une arme, mais heureux, avec une agilité incroyable, esquive et place un coup de pied précis en pleine figure du chef. Pendant que le chef se tord de douleur, un autre bandit tente une attaque sournoise par derrière, une hache à la main, mais heureux, avec un calme déconcertant, se baisse simplement et échappe au coup mortel. Avec une précision chirurgicale, il leur lance un regard comme s'il les invitait à se battre et met à terre le prochain adversaire, qui s'effondre comme s'il avait été frappé par la foudre. La scène est un véritable massacre. Le chef reste paralysé et regarde simplement heureux éliminer tous les bandits, un par un, avec un sourire incroyable sur le visage. Le dernier qui reste est au sol, suppliant pour sa vie. William, quant à lui, est figé, ne pouvant que fixer le sourire éclatant de son ami qui lui a fait oublier toute cette folie. C'est alors que la vérité éclate. Ce type n'était pas n'importe qui, c'était l'ancien champion de l'arène. Les bandits restent en panique et s'enfuient comme s'ils avaient vu un fantôme. Feliz, ensanglant mais arborant un sourire triomphant et effrayant, se tourne vers William, qui reste sous le choc, me pauvre, se demandant comment diable il va gérer tout ça. Le souvenir d'un visage familier clignote dans son esprit. C'était Feliz, un vrai guerrier complètement barré, qui réglait tout à coups de poing. Et là, William tombe sur une affiche de recherche au milieu du bazar, et devine quoi ?
La tête de Feliz est affichée là, avec celle de 4 autres personnes. C'était toute une organisation criminelle, la plus redoutée du royaume. Tellement puissante que le roi lui-même a mis leur tête à prix. William, avec l'air de quelqu'un qui essaie de cacher sa surprise, commence à faire le lien. Feliz, avec sa curiosité habituelle, demande « Alors, William, qu'est-ce qui se passe ?» Waouh, une occasion en or, mes amis, tombe dans les bras de William. Il a une idée. S'il capture les autres du panneau pour s'assurer la récompense, il affiche déjà ce sourire malin de celui qui va partager le butin. La scène change alors. Un peu plus tard, William va voir un officier, tout culotté, pour réclamer la récompense. L'officier, l'air pas commode, dit que l'amitié avec des criminels ne change rien, mais notre gars, persévérant, arrive à convaincre le type d'enregistrer la récompense à son nom. Et tu sais quoi? Ça marche. Plus tard, William débarque avec un petit sac bien lourd rempli d'argent. Fini la chasse aux champignons, maintenant c'est de la vraie bouffe. Il remercie Feliz, dont le visage s'illumine de bonheur. C'est de la pure naïveté, il ne sait même pas comment utiliser l'argent. William rit et promet de tout lui apprendre la prochaine fois. Sous les étoiles, ils se disent au revoir en promettant de se revoir bientôt. Mais à peine s'est-il éloigné que le sourire de William disparaît et un nuage d'inquiétude s'abat sur lui. Il soupire, sentant le poids du monde sur ses épaules. Cette amitié n'allait vraiment pas être de tout repos. Alors, le lendemain matin, mes amis, le destin frappe à la porte. C'est le jour du verdict concernant l'expulsion de William de l'académie à cause de l'autre bagarre. Ses parents, tendus, sont à ses côtés et un officier se prépare à annoncer la nouvelle. William, la tête baissée, s'attend déjà au pire, le pauvre. Mais là, le scénario prend un tournant incroyable. L'officier annonce que, pour avoir affronté les bandits, William ne sera pas expulsé, mais qu'il va recevoir une médaille d'honneur. Notre héros reste là, debout, une médaille à la main, plus perdu qu'un aveugle en plein fusillade. Ses parents, derrière lui, avec la même tête que s'ils avaient vu un fantôme, ne comprennent absolument rien à ce qui vient de se passer. Près de lui, il y a 2 gars. L'un est tout bandé, le pauvre, et l'autre a la même tête que quelqu'un qui vient de voir un fantôme. L'ambiance est lourde, comme le silence avant une tempête. Tu sens déjà que le potin va éclater, et pas n'importe lequel. Là, un des gars ne tient plus et brise le silence en demandant ce qui diable se passe ici. C'est alors que l'officier du roi débarque, tout tiré à 4 épingles, prend les choses en main et annonce qu'il a un message direct du patron, le roi. Le public retient son souffle, attendant la bombe, et le gars commence à dire que, sur ordre royal, les péchés d'une certaine personne ont été totalement pardonnés. Et pas seulement ça, mais que le courage de ce type a brillé dans l'obscurité. En gros, le roi est en train de transformer un bandit en héros, sans la moindre gêne. Notre héros, William, entend tout ça et manque de s'évanouir sur place. La main du pauvre commence à trembler, et il se demande quelle est cette mascarade. Il n'arrive tout simplement pas à croire que le roi ait pris une décision aussi folle et insensée. Dans sa tête, c'est un mélange de « comment ça ?» avec « ça ne peut être une blague, non ?» Il est complètement indigné, pensant que tous ses sacrifices n'ont servi à rien. Il se met à ruminer que ses parents sont sûrement derrière cette mascarade, probablement en mettant pas mal d'argent sur la table pour élever un roturier au rang de héros. Dans un accès de fureur, le chevalier arrache son propre bandeau, montrant que tout plan visant à éliminer l'autre était tombé à l'eau. La scène coupe sur un flashback de la nuit précédente pour qu'on comprenne ce qui se passait avec ce fameux Happy et notre garçon bandé. Le pauvre a passé la nuit blanche, ressentant une douleur étrange qui ne passait sous aucun prétexte. C'était comme s'il avait 1000 aiguilles qui dansaient à l'intérieur de lui. Un véritable spectacle de torture intérieure qui l'empêchait de se reposer quoi qu'il fasse. Avec toute son innocence, il en vient à se demander si ce n'était pas juste la fin. Mais évidemment, la vie n'est pas aussi simple que ça. Soudain, une réponse lui vient et il se rend compte de la galère qu'il a eue avec les bandits. C'est ça qui a activé sa véritable force. L'adrénaline du combat, c'était ce qui manquait pour enclencher le mode turbo. Un grand sourire éclaire son visage. Problème résolu, du moins dans sa tête, non? De retour au présent, la scène change pour une ferme très paisible. Le petit garçon aux boucles foncées arrive tout excité, criant qu'il est revenu chez sa mamie. Juste après, une jeune fille blonde apparaît et serre la vieille dame dans ses bras. C'est Winry. Un homme plus âgé, le grand-père, observe la scène et demande si le petit est déjà rentré. La jeune fille prend un petit oiseau en bois qu'elle comptait offrir en cadeau. Mais au moment où Happy Face entre avec ce sourire et ses dents, disons très particulières, elle est tellement choquée qu'elle laisse tomber le cadeau par terre. C'est là que la vérité éclate. Le garçon commence à dire qu'il est heureux, mais pas en parlant d'un sentiment, plutôt de son prénom. Son nom, c'est Happy. Winry comprend tout de suite. Ce petit garçon est en fait celui qui a causé tout ce chaos en ville. Sa tête doit être complètement embrouillée en ce moment. La scène passe à Winry, prise de panique, en train de parler à son grand-père. Elle dit qu'elle a entendu dire que le garçon est le petit-fils de personne et qu'il vient de la reine. Le grand-père, d'un calme absolu, lui dit de jeter un œil.
qu'il a vraiment l'air d'être une bonne personne. Espionnant par la fenêtre, il ajoute que ça fait plaisir de voir Mamie sourire comme ça et que le garçon a l'air vraiment rayonnant de bonheur. Happy arrive déjà en portant un tonneau lourd comme s'il ne pesait rien, demandant au grand-père où il peut le poser. Le grand-père est tout ému, commentant que grâce au nouvel assistant, il va enfin pouvoir ranger l'entrepôt. Le lendemain, le ciel est d'un bleu éclatant et le travail à la ferme continue. Et Winry est là, en train de couper du bois avec la hache, râlant que ce serait plus facile sans un assistant inutile dans les parages. La fierté de la jeune fille est blessée, la pauvre, mais elle reste déterminée. Même en transpirant et fatiguée, elle continue à travailler dur, s'acharnant sur la bûche. C'est alors que Happy arrive, portant 2 seaux d'eau avec une facilité déconcertante. Toujours souriant, il l'informe que l'eau pour son bain est déjà prête. Winry, toute fière, lui dit de se reposer, qu'elle va s'occuper du bois elle-même. Notre garçon, bien sûr, refuse tout de suite, se jette dans l'herbe et dit « D'accord, bonheur, je vais rester ici à t'observer. » Winry, un peu perplexe, lui demande pourquoi il ne cesse de la regarder en souriant. Et Happy, avec le plus grand culot, répond que son travail aujourd'hui, c'est juste d'observer et d'apprendre comment sa technique fonctionne. La petite fille trouve même ça sympa de sa part et, pour l'impressionner, elle saisit la hache de toutes ses forces et fend une bûche d'un seul coup. Les éclats volent dans tous les sens et l'un d'eux manque de peu de toucher notre ami Happy. Le pauvre apprenti reste là, les yeux écarquillés, pensant à ce qui vient de se passer. Winry, haletante, se sent victorieuse. Happy, fascinée, commente à quel point le coup était incroyable. La fille est toute contente. La pauvre, elle continue le travail avec Happy et le grand-père qui applaudissent comme s'ils étaient à un spectacle. Soudain, la grand-mère arrive, coupe court à l'ambiance et ordonne à Winry d'arrêter. Elle demande pourquoi, et la grand-mère répond qu'il n'y a plus besoin de bois parce que Happy a déjà coupé une montagne entière la nuit dernière. Winry reste sous le choc en regardant le tas de bûches, puis elle regarde Happy complètement déconcertée. La pauvre. Elle lui demande pourquoi il avait dit qu'il allait seulement observer et apprendre, mais Happy, avec son petit sourire malicieux, admet qu'il avait tellement travaillé la veille que ses épaules lui faisaient mal et qu'il voulait juste connaître sa technique et comprendre comment ça fonctionnait. Winry devient furieuse et commence à lui crier dessus parce que franchement, elle a fait tout cet effort pour rien. La pauvre! Tandis que Happy est juste là à se moquer d'elle. Un peu plus tard, la scène change et on voit Winry se détendre dans une baignoire. Pendant un instant, elle pense que la maison est même devenue plus accueillante avec l'arrivée de notre Happy, maintenant qu'elle est sèche et revigorée. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit une scène étrange. Happy sort avec les paniers sur le dos, juste au moment où le soleil se couche. Elle fronce les sourcils et devient un peu inquiète, se demandant où ce fou va bien pouvoir aller dans le noir. Et pour finir, elle part à la recherche de ses grands-parents. La scène passe au grand-père, qui, pris par surprise, sursaute et affiche une expression qui rappelle celle de Winnie l'ourson, prêt à chercher son pot de miel. Et dans sa tête, 1000 théories commencent déjà à surgir, imaginant que Happy doit être en train de se fourrer dans un sacré pétrin. Soudain, on voit Happy dans un endroit mystérieux, tenant un sac qui commence à tinter. On comprend vite que les activités nocturnes de notre garçon sont plutôt lucratives. De regard déterminé, il s'avance et frappe à une porte inconnue. Qu'est-ce que ce gamin est en train de manigancer, mes amis? La porte s'entrouvre un peu, et à travers la porte, on aperçoit une petite silhouette. Elle apparaît en train d'espionner, avec ce courage propre aux enfants curieux. C'est une petite fille qui le regarde et lui demande, toute innocente, qui il est. À ce moment-là, un jeune homme plus âgé surgit de nulle part, éloigne la fillette comme s'il essayait de la protéger et prévient qu'il doit sortir un instant. La petite fille, les yeux soudain remplis de larmes, demande où son frère va. Le jeune homme, avec un sourire malicieux, ment effrontément et dit qu'il va à la bibliothèque. On dirait que c'est une sorte de code secret pour qu'ils aillent se battre la nuit. La fillette lui fait un petit signe d'au revoir et voilà que son frère s'en va. La scène coupe alors de nouveau sur William. Notre chevalier bougon est dans la rue et laisse échapper un sourire niais en voyant Happy. Il demande si tout est prêt pour qu'il puisse sortir et Happy donne son feu vert en disant que William a beaucoup aidé et que tout est sous contrôle. Il dit qu'il expliquera tout en chemin et propose de passer au marché. Mais Happy a déjà d'autres plans. Notre grand gaillard brandit une affiche jaunie du géant de fer. C'est bien ça. Son plan, c'est de chasser ce monstre. Les yeux de William s'écarquillent aussitôt et il reste paralysé de peur, le pauvre. Le grand froussard se demande quelle idée folle Happy a encore eue. Happy tient les affiches, avec toute la détermination du monde, et annonce franchement qu'il a envie d'affronter des types aussi grands qu'un géant. Soudain, un chasseur de primes surgit avec un sourire de filou et propose de partager les gains de mes amis. Quelle camaraderie, hein? William, quant à lui, est reconnaissant envers Happy.
mais en même temps, il est complètement intrigué. Il a déjà compris que son ami a besoin de ses combats comme d'un remède pour ces douleurs étranges qu'il ressent. Et convenons-en, c'est une excellente excuse pour se battre. Ainsi, les deux courageux se lancent dans la nuit. Pendant ce temps, de retour chez Will, la paranoïa bat son plein. Son père, tout inquiet, le pauvre, demande si son fils va encore à la bibliothèque. La petite Hélène fond de nouveau en larmes, se plaignant que son frère ne joue plus avec elle et ne pense qu'à sortir la nuit. Les parents sentent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-bas et, en même temps, William, toujours très curieuse, décide d'enquêter dans la chambre de Happy. C'est alors qu'elle tombe sur un sac rempli de pièces de monnaie. La blonde refuse d'y croire et se demande quel genre de choses immorales ce type fait chaque nuit pour obtenir tout cet argent. La scène change alors à nouveau pour une grotte secrète, où l'on découvre la source de tout cet argent. 2 coffres au trésor, mes amis. Et celui qui garde de tout ça n'est autre que le géant de fer. Un guerrier colossal en armure qui ressemble à une légende vivante. Le sol est jonché d'armures détruites appartenant à d'autres gardes qui ont tenté leur chance et s'y sont cassés les dents. Le géant rit et marmonne que les récompenses n'attirent que des insectes et des idiots. Alors, revenons à notre héros proclamé par le roi, William. Il est livide, on dirait un fantôme fixant l'affiche du géant. Happy, en revanche, est euphorique et crie devant le colosse comme s'il avait gagné à la loterie. Le visage de William est un véritable poème de pur désespoir. Le pauvre, il regarde l'arme du géant et les guerriers tombés et il comprend que les choses vont devenir sérieuses. Le colosse les regarde avec mépris et leur dit d'arrêter d'amener des novices, puisqu'ils ne sont qu'une bande d'exilés. William transpire à grosses gouttes, le pauvre. Il commence à bégayer, essayant de trouver une excuse pour s'enfuir de là. Mais Happy, voyant à quel point son ami est rayonnant enfin, pas du tout, hein. Il ignore toute idée de repli. Il saute simplement dans les airs et envoie un coup de pied sauté directement sur l'énorme bouclier. Le colosse de métal est surpris et, avec la plus grande ironie du monde et de la situation, dit que le genou de Happy doit sacrément faire mal. Happy boite un peu, mais il a toujours un sourire malicieux sur le visage. William panique, criant qu'ils doivent s'échapper d'ici rapidement, mais Happy adore le défi. Le costaud prévient que maintenant, il n'y a plus de retour possible et fonce sur eux. Happy essaye d'esquiver comme un danseur, mais sa force est terrifiante. Le coup de poing touche notre garçon de plein fouet et il s'effondre au sol. Il se relève à peine qu'il encaisse déjà un autre choc. William reste pétrifié de désespoir en voyant son ami se faire tabasser de cette façon. Happy, le pauvre, est allongé par terre pendant que le géant se prépare à lui ôter la vie. C'est alors que quelque chose change chez William. Il crie à ce type d'arrêter et se jette devant lui pour protéger son ami. À ce moment-là, il a un flashback et se souvient de l'époque où il n'était qu'un gamin qui croyait aveuglément aux victoires de Happy. C'est pour ça qu'il s'est remis à étudier les combats pour pouvoir aider. Mais maintenant, il se rend compte qu'il a commis une terrible erreur et il commence à pleurer tout en s'excusant, disant qu'il voulait juste voir des combats et non pas pousser son ami vers la mort. Pendant que William, le pauvre, vit son moment dramatique, le géant lève son arme pour porter le coup final. Mais, à la dernière seconde, Happy se relève avec un sourire sur le visage, tire William loin du danger et le relâche. Et il demande si c'était lui qui était bien ce gamin qui est entré dans son arène la première fois, non? Et là vient la meilleure partie de tout. Happy révèle que tout cela n'est qu'une grande mise en scène. D'un coup de maître, il effectue une manœuvre super agile et esquive le géant, qui se demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? » La scène nous emmène dans un souvenir lointain, où l'on comprend tout. Happy raconte que, depuis tout petit, il était une sorte d'enfant acteur dans les arènes de combat. Quand les combats se terminaient trop vite, le business n'était pas rentable. Alors il faisait semblant d'être blessé, provoquer ses adversaires et simuler des désavantages pour créer un vrai spectacle électrisant. Il fait même semblant de boiter et affiche un sourire complètement fou. C'est du pur spectacle et il arrive à garder tout le monde captivé. Soudain, il lâche l'arme du géant comme si c'était un ballon gonflé à l'hélium et fait semblant de perdre tout intérêt pour le combat. Un de ses pièges, n'est-ce pas? L'arme s'écrase sur la poitrine du géant, qui a alors l'air d'un pauvre type vaincu. Il reste là, l'air perplexe, comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Mais là, avec un sourire malicieux, il adresse un clin d'œil au géant. Et c'est à ce moment-là qu'il révèle au colosse de métal que tout cela n'était qu'une brillante mise en scène. Le type qui était déjà à genoux semble recevoir un choc de réalité et n'arrive pas à croire à ce qui se passe. C'est alors que notre garçon balance la vérité. Il explique qu'il n'a jamais combattu par plaisir, mais parce qu'il en avait besoin. Alors, on voit un flashback rapide qui montre qu'il a passé toute sa vie à se battre pour échapper aux griffes d'un maître abominable. Et c'est pour ça qu'il se bat avec autant de détermination, même en dehors de l'arène. Il s'exclame, avec une lueur de joie dans les yeux et une énergie renouvelée. Le combat commence et Happy brandit son arme dans une fureur communicative. Le gars réplique avec une attaque brutale, écrasant son bouclier contre lui. Mais notre garçon est sacrément agile et esquive le coup, le sol tremble sous l'impact. Et il s'en sort de justesse. Déjà avec un sourire audacieux sur le visage,
Le géant prévient qu'il ne sera pas blessé si facilement. Pour Happy, qu'on voit maintenant glisser sur le champ de bataille comme une ombre. Il esquive les coups du colosse avec une légèreté vraiment impressionnante. Le gars, avec son armure géante et sacrément lourde, rate encore son coup et s'écrase maladroitement au sol. Pendant ce temps, Happy reste debout, solide, avec un sourire défiant. Le colosse de fer souffle de frustration, complètement abasourdi par l'agilité de son adversaire. Il se demande d'où vient cette énergie presque surnaturelle, alors que le gamin semblait sur le point de s'effondrer quelques secondes plus tôt. Cette caverne est sous tension et notre garçon sourit. Son sourire est si large qu'il pourrait illuminer toute une ville. Mais ses yeux lancent un avertissement immédiat. Le colosse fonce sur lui comme un ouragan, voulant tout régler d'un coup, mais Happy glisse sur le terrain à une vitesse hallucinante. Ses pieds touchent à peine le sol. Il utilise le géant lui-même comme bouclier et, par un tour de magie, il prend la force de l'attaque du géant et la lui renvoie avec intérêt et correction monétaire. Le guerrier blindé est repoussé sans pitié, directement contre son propre bouclier qu'il avait planté dans le sol. Malgré tout, le têtu donne encore un coup de tête dans le métal et parvient à sourire, pensant que cela ne l'arrêterait pas. Mais Happy laisse exploser sa fureur. Il assène un coup direct au géant juste au moment où le pauvre tente de se relever. Le choc est inévitable, mais l'offensive ne s'arrête pas là. Un coup de pied volant de Happy frappe sans la moindre pitié. D'un geste agile, notre héros attrape le géant par le casque et écrase la tête du colosse au sol d'un coup de maître, se tenant fermement sur le dos du géant déjà vaincu. Le pauvre hurle de douleur et d'agonie. La défaite est inévitable, mon ami, et la souffrance de la créature est évidente. Mais il est clair que le combat est loin d'être terminé. Le pied posé sur son adversaire, tel un roi sur son trône, il observe le géant lutter pour respirer. La respiration de l'abeille est une symphonie désaccordée. Happy, avec un sourire diabolique et moqueur, lance « Wow! On dirait que tu as pris quelques coups, hein? » Dans les yeux du géant, il y a encore de l'incrédulité. Épuisé, il tente de rassembler ce qui lui reste de force avec son immense bouclier contre Happy. Tous deux à bout de force, l'homme plante son bouclier dans le sol, définissant ainsi sa dernière ligne de défense. Pendant ce temps, Happy cherche la seule faiblesse qu'il connaisse, le bonheur. Il jette un regard vers l'observateur caché William et l'appelle heureux. Dans une manœuvre audacieuse pour gagner la confiance de son ami, William, de son côté, ne veut que s'assurer que son ami reste en sécurité et reste choqué par les paroles de Happy. De retour à l'action, Happy avance, ramasse un morceau cassé et le jette au sol, tandis que le géant ne fait que regarder, pensant « Mais qu'est-ce que ce fou est en train de préparer maintenant? » Happy saisit l'arme improvisée avec une soif de combat dans le regard. Le colosse éclate de rire et demande s'il compte vraiment se battre avec ça, puisque aucune arme n'a jamais réussi à percer son armure auparavant. Mais c'est alors que survient la révolte inattendue. La pointe de la lance jaillit de la manche de Happy. La terreur absolue envahit l'unique œil visible du géant. Happy maîtrise le titan avec une précision incroyable. Son cri résonne, et les yeux de notre héros brillent d'une soif insatiable. Il prévient, avec une froideur à glacer jusqu'au poil de l'orifice rond. Si tu bouges encore, la douleur va empirer. Le géant se débat jusqu'à l'extrême de ses forces et Happy serre encore plus le colosse pendant qu'il grince des dents. La volonté de combattre du monstre disparaît instantanément face à une force qui ne semble pas de ce monde. Happy soulève le géant comme une plume et le jette au sol avec un fracas incroyable. La scène coupe sur William qui est en état de choc total. Il a été témoin du véritable pouvoir du bonheur, quelque chose qui défie toute logique. La sueur coule sur son front et Happy, extrêmement calme, souriant, se tourne vers William et observe le visage paniqué de son ami. Et il finit par dire qu'il n'est pas mort. Il s'est juste évanoui sous l'intensité du coup. Pour lui, ce n'est rien d'autre qu'une pause dramatique. Happy, tout à fait détendu, regardant les gars étendus au sol, dit que le combat était plutôt ennuyeux, qu'il n'y avait aucun adversaire à sa hauteur ici. C'était comme une promenade dans le parc. Il se souvient aussi que son ancien professeur détestait également les bagarres inutiles comme celle-ci. Pendant ce temps, notre garçon William est là, bouche bée, pensant que la bataille était incroyable et qu'en plus, ils ont attrapé un criminel coriace. Et il commence à crier, plein d'adrénaline, disant que maintenant il fait totalement confiance à Happy. Mais quand il demande à Happy ce qu'ils vont faire maintenant, prêt à filer d'ici, le pauvre Happy s'effondre tout simplement sur l'herbe. Il dit qu'il n'a pas dormi depuis des jours et qu'il va faire une sieste là, au beau milieu du chaos. Et il ajoute qu'il avait sommeil pendant le combat et demande simplement à William de nettoyer tout ce bazar. Pauvre William, il reste paralysé à regarder le gars dormir comme si de rien n'était. Sa tête devient une véritable montagne russe. Il se demande s'il ne vaudrait pas mieux tout laisser tomber et aller dormir. Il pense à faire un signalement, mais soudain son esprit se bloque. Et là, comme un éclair, il se souvient d'un détail du combat. Par terre, il trouve un poignard tout ensanglanté. C'était la véritable arme secrète de Happy. Et oui, c'est bien plus sinistre qu'il ne l'imaginait. La main tremblante, il prend la dague en se demandant « Est-ce que la lance n'était qu'une diversion ?»
Comment diable Happy a-t-il attaqué le géant? Et maintenant, il a peur et s'approche du grand corps étendu au sol pour chercher la lance. Est-ce qu'elle y est encore coincée et il essaye de tirer le corps? Mais la bête est lourde, il essaie et se retrouve à bout de souffle, se demandant comment diable Happy a pu faire ça tout seul. Totalement épuisé, exténué, il décide que ça suffit et qu'il est temps d'appeler des renforts. Et en parlant de renforts, soudain, un groupe de soldats surgit de la forêt, des torches à la main. Attiré par tout ce vacarme, une escouade armée jusqu'aux dents. Le chef du groupe, un type à l'air vraiment sévère, s'avance et ses yeux vont directement du corps du géant au sol à la blessure ouverte et bien sûr à la dague ensanglantée dans la main de William. La situation devient complètement tendue. Puis, l'un des soldats tout soulagé crie qu'ils ont réussi à attraper l'ennemi. William cligne des yeux, sans rien comprendre. Un soldat commence à expliquer qu'il a réussi à s'échapper et qu'il a vu William sur une affiche de recherche. Il fait le lien, se demandant si le garçon est un chasseur de Prime. Le capitaine curieux veut savoir qui est ce gamin et les soldats sont terrifiés, choqués, en apprenant qu'il s'agit de William, le même étudiant qui a démantelé le célèbre groupe de clowns. Tout le monde échange des regards. Genre, comment ça? Un étudiant avec une lance cassée a vaincu un type comme ça? Ah, il mérite des applaudissements. Notre héros, encore un peu sonné, demande à propos de ces rumeurs et le chef confirme que l'histoire de son entrée dans l'ordre des chevaliers est vraie, une légende sur lui. En tant qu'étudiant chasseur de Prime, se répand comme une traînée de poudre. Le gamin n'en croit même pas sa chance. Le capitaine, maître de la situation, dit à William de leur laisser la suite et ordonne à tout le monde de le sortir de la forêt. Pendant ce temps, Happy continue de dormir profondément, sans aucun souci au monde. Le capitaine regarde le gars endormi en disant qu'un transporteur est aussi entré dans la bagarre. Un des subordonnés demande au chef de venir voir, car ce type est un peu bizarre. Le capitaine regarde la blessure de lance sur le géant et remarque qu'elle n'est pas si grave, puis il observe les armes brisées au sol et se demande quelle arme maudite a bien pu causer autant de dégâts. On voit la main de Happy couverte d'une substance noire, dense et coagulée. Un peu plus tard, on voit William portant Happy sur son dos. Le capitaine ne rate pas l'occasion de se moquer en disant que le portier a l'air complètement explosé. William se contente de sourire et dit qu'il fait juste une sieste avec la dague à la main. Le capitaine réfléchit à cet élève qui a affronté la ruse de face. Il sait qu'il y a beaucoup de choses étranges dans cette histoire. La scène se déplace alors vers un endroit très sombre. On voit quelques hommes agenouillés et un type sinistre s'approche. C'est le chef des bandits. Complètement amoché, le visage collé au sol, l'incarnation même de la défaite. L'autre chef, au regard froid, s'approche de lui et lui rappelle la promesse qu'ils avaient faite de ne plus jamais se cacher. Mais le passé pèse lourd et l'humiliation de la défaite récente est trop forte. L'homme debout demande comment il a pu se laisser vaincre par un simple étudiant. Le pauvre se met à pleurer et ne parvient qu'à s'excuser. La leçon a été dure. Le gars se relève, prend un couteau et jure qu'il va changer son histoire. Ce ne sont pas des criminels ordinaires, ce sont des clowns exilés. De retour à la base des méchants, une femme au regard de glace demande s'ils ont déjà découvert qui est ce fameux étudiant. Le chef Crimson dit que son nom est William, c'est un chasseur de primes du week-end. Alors l'ordre est clair, la prochaine mission, c'est d'attraper ce fameux William. La scène change à nouveau, cette fois on retrouve un noble élégant en train de prendre un petit thé et de demander à quelle famille appartient cet étudiant. Son fils, un jeune noble tout révolté, craque et accuse William d'avoir acheté sa réputation. Le père, avec un calme qui fait presque peur, écoute tout puis sort un parchemin mystérieux qui semble être un secret de famille. En gros, ce type a un groupe de mercenaires pour les sales besognes. Il ordonne alors à son fils d'envoyer tout le monde surveiller William. Pendant ce temps, dans un village ensoleillé, une jeune fille avec un panier de pommes panique. Au sol, parmi les corps, tout ce qu'on voit, c'est un décor de destruction totale. Deux hommes, un vieil homme et un jeune appelé Sagaru, observent la scène. Ils ont été découverts le matin et Sagaru, indigné, demande pourquoi aucune autopsie n'a été faite, pensant que l'affaire a été classée trop vite. Le vieil homme commence à parler, son nom étant mentionné avec inquiétude, rappelant que l'émotion du garçon avait failli les mettre en prison auparavant, et il dit que ce n'était que des clowns vaincus, que personne ne regrettera ces types-là. Mais alors que Sagaru s'éloigne, il n'arrive pas à laisser tomber. Quelque chose dérange ce gars. Il regarde à nouveau et remarque des traces de violence sur les corps et des blessures survenues avant la mort, et là, il comprend tout. Les marques sont identiques à celles des corps qu'il a vus dans l'arène, alors le lien se fait dans sa tête. Soudain, pour briser l'ambiance pesante, une jeune fille pleine d'énergie nommée Winnie arrive avec un sac d'herbe. Elle salue le vieil homme qui la remercie et présente à propos de la santé de son grand-père. Pendant ce temps, Sagaru observe de loin, Winnie se retourne,
Sans son regard, il lui adresse un sourire éclatant, le saluant. Notre garçon, Sagaru, encore plongé dans ses pensées sombres, se contente de répondre à son salut rapidement. Winnie, avec un sourire malicieux, lui propose des herbes, ce qui le surprend. Curieuse, elle lui demande s'il n'aime pas ce genre de choses. Elle essaie de détendre l'atmosphère avec sa question. Sagaru remercie Winnie pour les herbes médicinales et elle, toute mignonne, lui fait ce petit sourire qui pourrait même régler une facture de carte de crédit. Mais évidemment, le vieux devait se mêler à la conversation. Il arrive en disant que Winnie est adorable, mais qu'elle est un peu bête de donner des herbes gratuitement. Winnie, sans perdre son calme, répond que Sagaru l'aide beaucoup et qu'elle doit aussi prendre soin de lui. Elle a totalement raison, non? Le vieux admet même que Sagaru fait du bon boulot, mais il enchaîne direct avec une critique, comme un vrai chef relou. Il balance que le gamin n'est pas très futé et qu'il disparaît tout le temps la nuit, ce qui met tout le monde un peu mal à l'aise. Et le vieux, qui n'est pas né de la dernière pluie, capte tout de suite et il est aussi intrigué par son sérieux, alors il demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Winnie devient un peu nerveuse et commence à confier qu'elle a un souci similaire à la maison. Le vieux s'inquiète direct, lui demandant si elle a aussi un esclave embarqué dans l'histoire. C'est là qu'elle raconte tout son drame. Son mec aussi disparaît la nuit, revient avec de l'argent dont l'origine est louche et cache tout. Et pour couronner le tout, son passé douteux, c'est d'avoir été combattant dans l'arène. Ce passé-là n'aide vraiment pas. La pauvre est en panique, les yeux déjà brillants de peur, elle se demande si ce type n'est pas aussi embarqué dans une sale histoire. C'est là que Sagaru rentre en scène. Il explique que la fameuse unique arène de la ville a tout simplement disparu de la carte et que tous les combattants ont été éliminés ou se sont volatilisés comme de la fumée. Winnie reste perplexe, elle insiste que non. Elle est sûre que le gars était un combattant de l'arène parce qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Sagaru reste très patient et explique que ces combattants étaient en réalité des détenus et des criminels et que si l'un d'eux a survécu, c'est uniquement parce qu'il bénéficiait de la protection d'un parrain très puissant, un type à qui même un roi ne pouvait pas donner d'ordre. Waouh, t'as vu le calibre du bonhomme? Sagaru demande maintenant à Winnie d'apporter les documents du gars pour qu'il puisse vérifier, juste pour être sûr. On dirait que son âme va lui sortir par la gorge, elle acquiesce et prend les papiers le soir pour les remettre à Sagaru le lendemain. Winnie quitte les lieux soulagée, mais aussi terrifiée, et le vieux donne un dernier avertissement à Sagaru. S'il continue à se mêler de ce qui ne le regarde pas, il va finir par s'en mordre les doigts. Notre héros, les herbes à la main, devient tout mélancolique, souhaitant qu'il y ait plus de bonnes personnes dans le monde. La scène coupe brutalement à la nuit noire et notre héros, Sagaru, est là en train de courir, portant un gamin inconscient dans ses bras. Sa main est couverte de sang, mais il regarde le garçon et se rend compte que le gamin est heureux. Le gamin, le pauvre, est tellement épuisé qu'il arrive à peine à pousser un gémissement. Le garçon a passé de nombreuses nuits sans dormir et maintenant, il peut enfin dormir en paix. Il arrive dans une maison modeste, à la campagne, frappe à la porte et c'est Winnie qui vient ouvrir. Elle entre dans le salon, retrouve ses grands-parents et l'ambiance devient tout de suite très lourde. Son regard tombe sur un papier posé sur la table, un certificat de propriété d'esclave au nom de sa grand-mère, et elle recule d'un pas, tout en apercevant la main toute blessée du garçon que Sagaru a amené. Sagaru se rend compte que cette fille commence à paniquer et essaie de la calmer en disant que le garçon fait juste dormir et qu'elle ne doit pas mal interpréter la scène. Avec tout le monde qui les regarde, Sagaru se prépare à dire la vérité, celle que personne ne voulait entendre, et c'est ainsi que l'histoire du garçon a commencé. Pendant que le garçon dort, Sagaru commence à raconter la pire galère de sa vie, comme s'il s'agissait d'un conte de fées sombres. Il raconte que le garçon, appelé Happy, souriait tout le temps, mais que ce n'était qu'une façade. Il avait passé toute sa vie à se battre dans des arènes, derrière ce sourire, il souffrait d'un trouble étrange des nerfs du visage qui lui causait une douleur infernale. Le besoin de survivre le poussait à se battre sans relâche, même paralysé par la douleur. Sagaru raconte chaque détail du parcours du pauvre Rep. La grand-mère pleure toutes les larmes de son corps. Winry n'arrive pas non plus à retenir ses larmes et le grand-père reste là, le regard perdu, essayant d'assimiler toute la cruauté de la situation. À la fin, il révèle que Rep a été le héros qui lui a sauvé la vie. Après avoir lâché cette bombe, il s'éloigne, laissant la famille digérer tout cela. Et après tout ça, ce fichu certificat de propriété d'esclave est jeté dans la cheminée et réduit en cendres. Puis, un nouveau jour se lève et Rep se réveille dans son lit. Il est confus, mais il sourit avec ses grands yeux brillants. Winry s'approche de lui et, avec toute la tendresse du monde, lui demande pourquoi il n'a jamais parlé de la douleur qu'il ressentait, la douleur qu'il cachait derrière ses sourires. Rep, avec sa petite tête de chien battu, ne comprend rien du tout. Elle explique qu'ils auraient pu éviter plein de malentendus, mais Rep, avec la logique de la reine, répond que s'il baissait la garde ou montrait une faiblesse, c'était dehors.
Aussi simple que ça. Henry le traite d'idiot et lui dit avec toute la fermeté du monde que pour eux, il n'est pas un esclave comme les autres, mais bien un membre de la famille. La grand-mère le considère déjà comme un petit-fils. Elle promet qu'elle va le soigner et que les disputes sont terminées parce qu'elle n'est pas devenue herboriste pour rien. Le gars est tout content, les yeux brillants, et il lui prend la main dans un geste qui en dit plus que 1000 mots, mes amis. Soudain, il explose de bonheur. Se souvenant de quelque chose, il raconte qu'il a acheté un petit truc avec le premier argent qu'il a gagné. À ce moment-là, la grand-mère entre avec le sac et dit que c'est la récompense de Rep. Le garçon, tout rayonnant, dit qu'il ne va plus se battre parce que Henry va le soigner. Le grand-père, en pleurs, serre le garçon dans ses bras et crie « Notre petit-fils, notre chance ». Il y a tellement d'émotions que le vieux est à 2 doigts de faire une roulade arrière. La grand-mère apparaît à la porte avec un sourire immense. En voyant Rep, Henry observe tout et comprend enfin. Elle pense qu'à présent, elle a compris pourquoi la mamie l'appelle son petit ourson heureux. Le garçon emportait toujours un ourson partout, avec une lueur dans les yeux. Rep montre les bagues qu'il a achetées. Henry devient toute gênée. Pendant ce temps, ailleurs, Sagaru reçoit un mot de Henry, disant qu'il n'a plus besoin d'enquêter sur quoi que ce soit, parce qu'elle connaît déjà toute la vérité. Peu après, ce fameux William, le parrain puissant, s'approche de lui et l'invite à prendre un encas. Dans une tentative un peu minable de s'excuser, Sagaru le coupe net, disant qu'il n'y a plus rien entre eux. William fait tout un cinéma, comme tout le monde le sait déjà, et se jette à genoux, suppliant pour une nouvelle chance, disant qu'il a beaucoup réfléchi au véritable spectacle. Sagaru est même un peu sonné par tout ce théâtre, mais accepte de discuter, laissant de côté la nourriture. Pendant qu'il s'éloigne, Sagaru remercie à voix basse, mais au fond, notre gars ne pense qu'à une chose, quel petit numéro minable. Et la scène montre enfin William en train d'essuyer ses larmes de crocodile tout en pensant avec mépris « Sale bâtard ». William, avec un culot monstre, insiste pour présenter ses excuses. Il jure que cette fois, c'est du sérieux. Mais notre gars, Sagaru, le pauvre, n'avale pas du tout cette histoire. Il avait raison. Soudain, un geste complètement traître, une poussée violente sur le pauvre gars, et il vole sans avoir la moindre chance de réagir. Il s'écrase de tout son poids contre un mur, testant la solidité du béton, gracieuseté de son fidèle ami. Son monde se met à tourner, parce que cette trahison était un coup bas qu'il n'aurait jamais pu prévoir. La scène change et des types, pas du tout sympathiques, attrapent déjà Sagaru comme s'il était un sac de pommes de terre. Il est traîné sans aucune délicatesse et exige de savoir qui sont ces méchants et où ils l'emmènent. Pendant ce temps, il observe tout de loin, comme s'il était le chef d'orchestre d'une symphonie maléfique. Il balance notre gars dans un taudis qu'on aurait du mal à appeler une chambre. Le visage complètement amoché, Sagaru fixe William et lui demande c'est quoi cette mascarade, à quel jeu il joue. Avant même que William ne réponde, un de ses gorilles se prépare déjà à lui donner une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Le point part direct dans la tronche, parce que la diplomatie, clairement, n'a pas été invitée à cette fête. Notre gars est déjà par terre, réalisant que la situation a vraiment dégénéré. Allongé, la main en sang sur le sol, notre héros ressent la douleur des coups, mais au fond, c'est la trahison qui lui fait le plus mal. Et là, William, avec un regard plein de venin, avoue qu'il a toujours détesté Sagaru. Le pauvre, sans rien comprendre, demande ce qu'il a bien pu faire. Sagaru n'en revient pas et demande encore une fois ce qu'il veut de plus, puisqu'il a encore tout mis sur son dos. Sans la moindre pitié, William commence à déverser toute sa frustration sur Sagaru. Avec un air moqueur, il demande si notre gars a vraiment cru qu'être le plus studieux de la classe allait le sauver de quoi que ce soit. En s'approchant, il balance la vérité. Sans pouvoir et sans naissance, tu n'es personne. Avec un sourire malicieux, il demande encore à Sagaru s'il ne savait pas que tout le monde à l'école le déteste, parce que personne n'aime un pauvre prétentieux qui essaie de se faire remarquer. Alors, avec une cruauté sans nom, William affirme que tout le monde sera content de sa disparition et le traite de bâtard pathétique. Et pour couronner le tout d'une touche bien dégueulasse, dans un geste de suprême mépris, il se prépare et crache sur Sagaru. Avant de partir, il lâche encore une dernière phrase. Dans ta prochaine vie, apprends à supplier avant d'apprendre à écrire. Quel salaud, sérieux, c'est abusé. William s'en va alors et ordonne à ses sbires de s'occuper de Sagaru. La lourde porte se referme, scellant le destin du pauvre garçon. La scène coupe sur William à l'extérieur, et là on voit qu'il tient un fouet. Ça révèle la vraie nature sadique de ce salaud. Il murmure que ce n'est que le début, tout persuadé que sa force et son autorité justifient n'importe quelle atrocité. Mais attends un peu. Pendant ce temps, là-haut, une silhouette mystérieuse observe William s'éloigner. 7. L'observateur se demande si William a juste ordonné de passer à tabac le gars ou si son plan est bien pire.
Ah là là, le type est dégoûté. L'inconnu pense à quel point les manigances des riches sont toujours cruelles, mais aujourd'hui, il semble animé d'une détermination un peu différente. Il se dit que c'est peut-être le jour d'aller chasser quelques mercenaires, dague en main. Ce sauveur inattendu se prépare à intervenir avec l'agilité du nombre. Le protecteur énigmatique s'avance vers la cachette, mais en s'approchant, il remarque un mouvement vraiment étrange. On dirait que quelqu'un d'autre est déjà passé devant. Qui diable a réussi à entrer dans la fosse au lion aussi vite? La scène change alors pour la petite chambre et l'ambiance devient encore plus folle. Le gars se tourne vers notre héros et lui murmure que la promesse du patron était de le faire souffrir pendant longtemps. Sagaro, complètement abattu, le pauvre, ne peut penser qu'à l'ironie de sa vie. Tant d'efforts, tant de dévouement pour finir traité comme une pièce jetable. Le pauvre, frustré, blessé et trahi. Il rassemble tout ce tas de sentiments qui se transforment en haine et en colère à l'intérieur de lui, et il se demande si c'est le prix à payer pour avoir défié le caprice d'un noble. Soudain, une femme surgit au milieu de la pièce, attrape Sagaro par les cheveux et laisse les sbires bouche bée. Ils se demandent tous qui est cette folle et comment elle a pu entrer là sans aucune cérémonie. L'inconnu met une gifle à Sagaro pour le sortir de sa transe et s'adresse directement à William. Elle observe toute la scène et dit qu'elle suivait les deux types et que son hypothèse sur l'identité du coupable semblait être fausse. Avec Sagaro plus alerte, elle l'interroge directement sur l'identité de l'autre gars. L'un des sbires en a déjà marre de cette interruption et lève son épée pour faire taire l'intruse, la menaçant en disant que sa fin sera rapide si elle ne disparaît pas d'ici. Mauvaise idée. En un clin d'œil, la femme neutralise le sbire avec une rapidité hallucinante, laissant Sagaro bouche bée. Tel un véritable ouragan, elle expédie les deux autres sbires avec une habileté mortelle. Notre garçon, toujours au sol, regarde sans y croire tandis que ses bourreaux tombent un à un. Avec un sourire en coin, la femme dit qu'ils étaient adorables et regrette de ne pas pouvoir les emmener en laisse. Soudain, son expression change complètement et elle semble avoir remarqué quelque chose dehors. Un justicier cagoulé qui espionnait voit qu'elle a remarqué quelque chose et décide que la situation a déjà dépassé sa limite. Il se demande si elle est la chef d'un groupe et conclut qu'il vaut mieux filer d'ici. Maintenant que l'ambiance est plus calme, la femme se tourne de nouveau, Sagaro, et leur dit de reprendre la conversation à propos de William. Sans patience, elle met la lame sous sa gorge et exige de savoir qui accompagnait William. Son avertissement est froid et direct, une erreur, et la conversation est terminée pour toujours. Pendant ce temps, la scène change complètement pour notre garçon, qui se souvient avec gratitude que William l'a protégé. Le garçon pense que William est le seul ami qu'il ait jamais vu et craint pour sa sécurité. De retour à l'interrogatoire, complètement brisé, frustré, trahi, en morceaux et tout ce qu'on peut imaginer, il ne parvient qu'à murmurer des excuses à Happy Face. Entre deux sanglots, il révèle l'identité du partenaire de William. Un Happy Face, un esclave de l'arène de combat qui vit maintenant dans une ferme paisible avec un couple de personnes âgées. La scène revient enfin à notre garçon Happy Face, qui ignore la tempête qui se prépare. Il prévoit de rendre visite à William pour lui dire qu'il va arrêter d'être chasseur de primes. Il a même fabriqué un cadeau pour son ami, une poupée en paille, un symbole étrange d'une dévotion qui va sûrement très mal finir. La femme s'approche encore plus de son visage et lui dit qu'il est un minable qui ne vaut même pas la peine d'être tué. Si elle avait su qu'il était aussi insignifiant, il n'y aurait eu aucune raison de tuer sa famille, et il est choqué par cette déclaration. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle dit « Ah, tu ne sais pas? Quand on se venge, on élimine toute la lignée. » Par simple précaution, elle est restée là, mais c'est sûr que le chef va bientôt arriver chez lui. Pendant ce temps, chez sa famille, quelqu'un frappe à la porte alors qu'elle se prépare à rencontrer ce type heureux. Notre garçon crie non et lui demande d'attendre, mais elle continue de sortir pendant qu'il essaie de crier non. Il se souvient de la conversation avec Felice, il avait l'air d'être une bonne personne, même en l'écoutant brièvement, il pouvait sentir qu'il se souciait vraiment de lui. Il se rappelle que Felice pensait vraiment qu'il allait mourir, mais il souriait, et il se souvient aussi de Felice disant que cette famille lui avait sauvé la vie. Il se rappelle également de ses parents, la famille qu'il a toujours protégée. Il serre les poings, commence à pleurer et s'effondre en larmes tout en disant que tout est de sa faute. S'il avait été un peu plus fort, cela aurait pu se terminer seulement par sa propre mort. En d'autres termes, s'il n'avait pas cédé à l'interrogatoire, seul lui serait mort, et il est complètement rongé par le regret. S'il n'avait pas été influencé dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Il se souvient de l'arnaqueur qui insistait pour qu'il aille à l'arène. Au final, il a survécu, pathétique, tout seul comme ça, et il n'a rien pu protéger. Il ferme les yeux, baisse la tête et se retourne. C'est pour ça qu'il n'a pas pu les protéger, amis, famille, tous. Pendant qu'il pleure,
on remarque qu'il y a une épée à côté. Il essaie de trouver la force de se relever et quitte le sol, croyant qu'il n'est pas encore trop tard pour changer son destin. S'il faut changer, même un peu, pour les protéger, il est prêt. Il prend cette épée et dit qu'il va changer tout le destin de sa famille et aussi de ses amis. Mais le gars n'arrive même pas à rester debout. Dehors, un autre se demande quand tout cela va finir et pourquoi ils ont laissé la porte ouverte et si quelqu'un venait là. Soudain, il remarque William, tout ensanglanté, avec un regard de psychopathe. Il regarde vers le bas et voit plusieurs corps, et William, couvert de sang, tenant un couteau. Il est choqué, trébuche dans l'escalier et tombe par terre, mais son regard reste fixé. Notre garçon s'approche pendant que l'autre s'excuse, supplie pour sa vie. Ouais, il semble que ce type soit plus habile qu'il ne le pensait. Malheureusement, il ne reste plus que deux options, supplier ou mourir. Pendant qu'il supplie pour sa vie, il va même jusqu'à lécher les pieds de notre héros. Mais au fond de lui, tout ce qu'il pense, c'est que maintenant, il est vraiment dans la merde. Notre garçon lui ordonne de dégager vite de là, et le gars n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment sorti vivant de cette situation. Puis, soudain, son père apparaît. Il était juste venu voir comment il se débrouillait dans cette situation. Et notre héros s'approche un peu plus et dit que s'il continue à bloquer le passage, il finira dans la tombe. Le noble est effrayé par le regard du garçon, baisse simplement les yeux et décide de ne pas bloquer le chemin. L'arnaqueur n'arrive pas à croire que son père ne va rien faire, tandis que William pense que, peu importe à quel point il essaie de se prouver à lui-même, il déteste cette réalité où les gens qui l'ont toujours méprisé et ignoré baissent la tête aussi facilement devant une simple épée. Il voulait voir cette scène en tenant un stylo, et non une épée, mais dans ce fichu monde, il se rend compte qu'il doit tenir une épée, ainsi sa voix atteindra des endroits qu'un stylo ne peut pas facilement atteindre. Il aurait dû prendre non seulement le stylo, mais aussi l'épée. En marchant, il pense que le chemin pour devenir un sauveur n'est pas le même que celui qui mène à la mort. Un peu plus loin, chez lui, ses parents ouvrent la porte en demandant qui c'est. Et le voilà, Happy Face. Il est venu juste pour voir William. Les parents l'ont invité à manger pendant qu'il parlait de l'histoire selon laquelle William serait un chasseur de primes. Eh bien, sa mère n'a jamais cru à ces histoires. Son père est aussi resté silencieux, mais il savait que quelqu'un aidait en coulisses, et ce n'était nul autre que Happy Face. La petite fille n'aime pas ce garçon, parce qu'il ne joue plus avec elle, et il ne joue qu'avec ce gars heureux. Happy dit qu'il a arrêté de chasser les primes à partir de maintenant, et elle lui demande s'il est sérieux. Alors, dans ce cas, peut-être qu'elle pourrait reconsidérer à propos de son frère. La mère s'assoit et félicite Felice pour sa décision. Après tout, la chasse aux primes parmi les étudiants est extrêmement dangereuse. Alors que son père dit que tout le monde peut voir qu'il est issu d'une famille noble, excellent à la fois dans les études et les arts martiaux, Happy dit qu'il n'est qu'un esclave. Tout le monde là-bas ne comprend pas. Quoi? Un esclave? Quelle blague! Comment un esclave pourrait-il fréquenter la même université que son fils? Mais Felice dit en souriant qu'il n'a jamais fréquenté d'université. William ne l'a aidé dans la chasse aux primes que parce qu'il ne sait pas lire. La mère du garçon devient pensive tandis que le père dit, donc, un esclave. Ça veut dire qu'on a amené un esclave à notre table pour manger avec nous? Il s'énerve et lui demande si le maître est au moins capable d'éduquer ses esclaves. Un silence total s'installe autour de la table après cette question. Le père commence à crier et lui ordonne de partir immédiatement et de ne plus jamais s'impliquer avec William. Felice baisse la tête et ne dit rien. Son épouse lui rappelle qu'il reste un bienfaiteur qui a aidé William, mais le père lève la main. Bienfaiteur? Ce n'est qu'un jugement établi entre deux personnes, ce n'est pas une affaire de noble et d'esclave. Un esclave restera toujours un esclave. Soudain, quelqu'un frappe à la porte et la petite fille va voir qui c'est. Pensant que c'est peut-être son frère, elle entrouvre la porte et une personne très grande derrière dit qu'elle cherche William. La fillette répond qu'il est sorti et demande ce qu'il veut. Le gars jette simplement un regard à la fillette pendant qu'elle crie pour appeler sa mère.